soit j'arrête maintenant, soit j'insiste jusqu'à que j'ai réussi mon but. Ma méthode, c'est toutes les rencontres que j'ai faites dans la trompette. Pour moi, un son joli, c'est un son qui est détendu et naturel pour chaque personne. Et en fait, à 15 ans, j'ai une sorte de dystonie parce que du jour au lendemain, ça marchait plus du tout. C'est aujourd'hui que je me dis, je devais avoir un certain talent parce que le faire en civil, c'est quand même chaud. Ou je jouais très mal et je me rendais pas compte, c'est possible. Quelque chose qui ne ressent pas ne peut pas transmettre un message sentimental. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Tout Brasse. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Javier Rossetto. Bonjour Javier. Bonjour Rémi. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Salut Valentin. Salut Rémi, c'est Javier. Salut. Et donc, dans un premier temps, je tenais à vous remercier pour les retours qu'on a eus sur les précédentes vidéos. C'est important pour nous d'avoir vos retours, vos commentaires. Bien sûr, si vous voulez soutenir ce qu'on fait, vous pouvez dès à présent mettre un like sur cette vidéo. Ça permet d'augmenter notre référencement et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. C'est important pour nous suivre. En plus, cette chaîne, à l'époque, il y avait beaucoup de vidéos hautes qui concernaient la trompette. Maintenant, il n'y aura plus que des podcasts. Donc, profitez-en si ces podcasts vous plaisent. On a plein d'invités à venir et n'hésitez pas également à nous suggérer les invités que vous voulez voir dans le podcast. Pour revenir au début du podcast, Javier, pour les gens qui ne te connaissent pas forcément bien, comment tu te décrirais et ce que tu fais dans la vie ? Écoute Rémi, je suis donc trompettiste d'origine vénézuélienne. Je suis né au Venezuela. Je fais mes études là-bas au sein du Systema. Et donc j'ai vécu là-bas dans le Systema à peu près 10 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai suivi un rêve, c'était de venir étudier ici en France. Et donc, je suis venu ici en France pour étudier tout d'abord avec Éric Aubier. Et sinon, après ça, je le fais en mode court, mais après, on aura le temps d'approfondir, je pense. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, me voilà aujourd'hui. Je suis en ce moment-là trompettiste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et je fais pas mal de musique de chambre avec un quintet de cuivre, le local brass, le sextuor No Slide, aussi le trio Bolivar 19. Et aussi, j'enseigne à côté depuis cette année à la Haute École de musique de Fribourg. C'est Lausanne, mais c'est Fribourg, ouais. Ok. Donc les cuivres. Donc, tu fais tout ça peut-être pour revenir un peu sur le parcours. El Sistema, c'est quoi pour les gens ? Alors moi, tu vois, je sais pas ce que c'est, à part que le fait que c'était un programme peut-être social, il me semble, en Argentine, ça ? Et au Venezuela. Venezuela, vraiment. Faut pas que je confonde. Désolé. Et oui, en fait, le Systema, c'est compliqué à expliquer, mais en gros, c'est une énorme institution où il n'y a pas forcément d'édification, en tout cas au départ, mais c'était un projet social pour aider les enfants qui étaient dans des situations complexes et de leur mettre dans leur tête un rêve. Dans ce cas-là, la musique. Et en fait, de suivre ce rêve-là et de les sortir de cette misère dans laquelle ils étaient. Donc au départ, c'était vraiment ça le but. C'est un projet que c'est le maestro Abreu, on l'appelle comme ça, il est maintenant décédé, mais il a construit ça tout doucement. Au tout début, ils étaient quelques dizaines de personnes qui ont commencé ce projet et il s'était dit à la base, j'ai deux options, parce qu'il a fait un grand rendez-vous, il a dit, tous les musiciens qui veulent participer, on va se voir toujours là. Et en fait, ils étaient quelques dizaines, très très peu. D'accord. Et c'est là, j'ai deux options. Soit j'arrête maintenant, soit j'insiste jusqu'à que j'ai réussi mon but. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est presque 1 million de personnes qui ont fait partie de ce système au Venezuela, en sachant que la population, c'est quand même 28-30 millions. Donc, 1 sur 30 qui participent sur un pays, c'est énorme. Ouais, oui, quand même. Et à la base, c'est juste social. Et en fait, c'était ce que je trouve beau de ce projet, que c'était ouvert un peu pour tout le monde. Donc, ça a mélangé plein de classes sociales, plein de... Donc, ça a fait un partage humain assez incroyable. Et bien sûr, avec une exigence derrière, ça a créé des musiciens. Et le but, c'était pas de faire des musiciens de haut niveau, mais en fait, vu qu'il y a beaucoup de masse de monde qui l'ont fait, et que s'il y a une exigence, forcément, il y a des grands musiciens qui sont sortis du système comme Dudamel, Pacho Flores ou voilà, des gens comme ça, oui. Ok, et ça existe encore, c'est un système qui... Ah oui. Ça existe depuis 1975 et ça continue toujours maintenant. Et j'ai eu la chance de les voir l'année dernière, je crois, parce que pendant une époque, l'Orchestre Bolivar, qui est un peu l'orchestre phare du Systema, et pendant une époque, ils tournaient beaucoup, ils allaient un peu partout et tout. À cause de la situation du pays,
Et ça s'est un peu ralenti. Il y a eu beaucoup de départs de l'orchestre et tout ça. Mais en fait, la machine, elle tourne quand même. C'est une machine à production de musiciens. Donc ça tourne, ça tourne. Et j'ai eu de la chance de les voir l'année dernière sur scène à la Philharmonie de Paris et constater le bon niveau qu'ils avaient. Et j'étais là, super heureux d'entendre ça. Donc c'est une grosse machine productrice de musiciens et partage humain aussi. Ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup, le L Systema, ça concerne que la musique ou d'autres arts ou... Ça concerne que la musique. Oui. D'accord, Genre, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 million, un tiers de la population vénézuélienne qui fait de la musique. Enfin, dire un qui 30e. ont fait en tout cas. Oui, un 30e qui fait partie de ce système. Ou qui ont fait, ouais. Genre, D'accord. mais, Mais non, ouais. oui, c'est énorme. Et à la base, c'est le système d'orchestre du Venezuela. Et en fait, ils ont étendu ça. Mais après, ils ont rajouté le chœur, les pianos, genre, parce qu'il n'y avait pas de piano dans les orchestres vraiment là-bas. Et donc, ils ont rajouté petit à petit. Maintenant, c'est vrai, c'est énorme. Il y a eu des moments avec des prisonniers qui faisaient de l'orchestre, et des moments super beaux avec des bons chefs et tout. Hein, genre, c'est assez incroyable. Et des chœurs, mais maintenant, c'était avec des gens muets, on dit. Alors, muet pour faire du Ah cœur, non. non sourd peut-être? Non, muet. Ah non, qui peuvent pas parler. Oui, Et du et en chœur, fait, mais c'est un qui chœur peuvent de pas main et tout. Ah, Avec c'est les... muet, c'est Ouais, ça. voilà. Ah oui, d'accord. Ça existe, Ok. ça? Oui, ça existe et c'est D'accord. super beau à voir. Genre, il y a des vidéos où, deuxième de malheur, on a le chœur, on a l'orchestre, il y a un chœur muet, genre avec des gants, on l'appelle le chœur des mains blanches. Et en fait, D'accord. c'est très intéressant, quoi. Et du coup, il y a un texte que j'imagine et que eux, ils parlent finalement avec Voilà, c'est une sorte des danses, en fait. Des danses avec les mains et avec les textes de malheur, par exemple, de la douzaine de malheur. D'accord. C'est- Je suis curieux, j'irai voir ça juste après. Quand vous êtes dans ce système-là, ça se passe comment les répétitions? Ça se passe comment? Est-ce qu'on travaille individuellement l'instrument? Est-ce que jamais? Est-ce que c'est qu'en ensemble? Alors, c'est super intense. C'est ça un peu la clé de la réussite, je pense. En fait, et on fait de l'orchestre depuis un très très jeune âge. Genre, on commence, c'est déjà de l'orchestre, un petit ensemble. Genre, on commence, il y a des bébés de 4 ans, ils ont des violons en carton. Ouais. Et en fait, ils font semblant de faire Ah des sons oui. et tout. En fait, ça débute un peu comme ça, quoi. Moi, j'ai pas débuté comme ça, mais ça existe, ça existe. Avec la bête en carton. Ouais, voilà. Ils sont en carton aussi. Et donc, on débute comme ça. Bah, moi, j'ai débuté, je faisais du marching band à l'école. Je commençais par la percussion, après, je fais un peu de trompette et tout. Et en parallèle, je faisais du violon, mais dans une école de musique. Et l'école de musique, la prof, elle faisait partie du système. Ah, viens à l'orchestre. Du coup, je faisais du violon à l'orchestre. Bon, je faisais plus semblant que faire les notes qui étaient écrites. Ok. Ah oui, t'as fait un peu de violon du coup. Ouais, je fais du violon, ouais. Quelques-uns, ouais, peut-être 8 ans de violon, quelque chose. Ah oui, ça quand même. Ok, quand même. Ouais. Et du coup, après, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop ça. Et comme au marching band, je faisais la trompette, bah, je me suis dit, j'aimerais bien faire la trompette, mais dans l'orchestre. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté. Et là-bas, à ce moment-là, il y avait un professeur quand même au conservatoire, parce que le Systema, c'est une institution. C'est comme imaginer ici en France que tous les conservatoires de région et tout ça sont régis par une institution sans bâtiment, genre, qui s'appelle, mais Le système. le système, voilà, très beau mot. Et en fait, c'est lui qui régit, Ouais, régie, ouais. qui régit tout ça et Ok. qui a le même projet pour tout le monde, qui donne des buts, des missions et tout. Donc c'est assez unifié. Donc, et pourquoi je dis ça? Je me suis perdu. mais en tout cas, ah oui, parce que j'étais au marching band et j'ai commencé à faire l'orchestre avec ça. Il y avait un professeur au conservatoire et j'ai commencé donc dans un orchestre et c'était assez sympa parce que en gros, c'est la personne la plus expérimentée qui apprenait les autres. Donc moi, c'était la fille qui était à côté de moi, qui c'était la première trompette, qui me disait « Ah non, mais en fait, tu peux vivre comme ça. » Et tout. Et moi, quelques mois après, c'était moi qui disais aux petites à côté « Ah, en fait, c'est comme ça qu'on fait. » Et voilà, donc on apprend entre nous aussi, quoi. D'accord. Ouais, c'est super En ça. partageant finalement. Ouais. Ok. Et est-ce qu'en France, il y a un équivalent par rapport à El Sistema? Parce que je connais, moi, le programme Demos. Les mots, c'est tout ça, oui. Alors, je pense dans le monde entier, parce qu'en Grèce, pas mal dans des endroits en Europe, en Amérique du Sud, ils ont essayé de faire comme le système, parce que c'est vrai qu'on témoigne qu'il y a eu beaucoup de succès et beaucoup
beaucoup de vies sauvées grâce à ça. Donc, on a essayé de faire ça. Et c'est un avis personnel, mais ce que je trouve dommage, c'est que on veut faire comme le Venezuela dans ça. Mais en fait, on oublie que pas tous les pays sont pareils. Et en fait, on ne peut pas faire le même système dans des pays qui sont différents. Les conditions sont différentes, la misère des pays sont aussi différentes. Donc, il y a plein de choses qu'on veut faire, mais qui ne marchent pas, en tout cas, aussi bien que là-bas. Et je pense que c'est juste parce qu'il faut adapter le système à chaque pays, voilà, la différence de chaque pays. Bien Donc, sûr. disons que ouais, l'enfant qui était en misère au Venezuela, qui découvre la musique, la misère qu'il avait, c'était énorme. C'était carrément de ne pas pouvoir manger ce jour-là. Et s'il faisait l'orchestre, en fait, à l'orchestre, le midi, il donnait un sandwich. En fait, c'est quelque chose d'assez touchant. Et l'enfant, il était vraiment dans la misère, quoi. Donc, lui mettre un but aussi beau, ça représente mais énorme pour une personne comme ça. Et donc, le rêve qu'il nous montre et que nous-mêmes, on le prend, on le met dans notre tête, et, c'est quelque chose de très fort. Et donc, je pense qu'on ne peut pas faire exactement la même chose ici parce que, heureusement, ici, c'est pas à ce point-là non plus, la misère. Et en tout cas, c'est mon avis personnel, encore une fois. Peut-être je me trompe. Donc, il faudrait adapter et créer un autre système qui marche pour chaque pays, quoi. Bon, je ne suis pas politique, je ne suis pas non plus Non, bien sûr. gestionnaire de... Mais voilà, c'est un peu mon idée. Donc, oui, ils veulent faire des choses comme ça en France, mais ça ne sera jamais pareil parce que c'est pas le même pays. Bien sûr. Mais après, je crois le programme Demos, c'est genre collège, je crois, c'est pas les enfants de collège. Et puis une fois qu'ils. Non, c'est pas collège. Il y a tout. Il y a Ah, il y a tout. école aussi. Mais je les avais croisés, ça joue à la Philharmonie de Paris. Oui. Et les gamins, ils ont quand même des étoiles dans les yeux. Mais j'ai l'impression que le programme, il est moins large aussi. En fait, ils s'arrêtent, je crois. Et puis, oui. Puis, en fait, continue, ils doivent se débrouiller. Je sais pas s'il y a un réel suivi pour la suite. Ouais. Pour ces jeunes-là. Et je pense qu'au Venezuela, dès le départ, ils ont vachement étendu ce projet-là à toutes les villes. Et ici, pour l'instant, peut-être ça va changer, ça reste vachement sur Paris. Ouais, sur la capitale, à la Philharmonie. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites choses autour. Oui, il y a des mais petites choses effectivement, ça reste très centré. Ouais. Mais je sais pas combien d'années ça fait que ça existe, Demos. Je sais pas trop, je suis pas expert de ce programme. Et un jour, t'as fait ton parcours là-bas et tu t'es dit, tiens, mon rêve, c'était d'aller en France. Pourquoi la France et pourquoi ce rêve? Disons que la France, elle était musicalement pas mal installée au Venezuela parce que vu que le système, il voulait faire progresser les gens, ils attiraient les meilleurs musiciens des orchestres, des ensembles d'Europe. Et donc, pendant un moment, il y a eu beaucoup de Français qui sont allés. Maurice André, il est allé faire des concerts là-bas. Et il y a eu Éric Aubier, évidemment. Et donc, il y a eu un partenariat un peu entre, en tout cas pour la trompette et pour pas mal de cuivre, entre la France et le Venezuela. Il se trouve que mes deux professeurs qui étaient, en gros, quand j'avais entre 15 et 17 ans, j'étais à l'Académie latino-américaine de trompette à Caracas, on l'appelait comme ça. Et en gros, c'est comme imaginer la classe du SUP, pour faire l'équivalence, ok? Et donc, j'étais là-bas et mes deux professeurs, c'était Pacho et Gaudi. Et Pacho, tout le monde connaît. Gaudi, bon, tous mes potes connaissent aussi parce qu'il est très, très sympa et très fort. Il est à Los Angeles maintenant. Et en fait, tous les deux, ils avaient étudié avec Éric Aubier. Ils avaient fait quelques années avec Éric Aubier. Donc, la suite logique, ils voulaient que moi et un copain aussi qui étions au Venezuela, un Colombien qui s'appelle Daniel, qui est à Ondif, ils voulaient qu'on aille étudier avec Aubier. Et du coup, on se dit, bon, carrément, et tout. On l'a rencontré en Colombie parce qu'il faisait un concours là-bas, national. Donc, je pouvais pas concourir parce que je suis vénézuélien et non pas colombien, ni argentin, Rémi. Effectivement. Donc, je pouvais pas faire le concours. Mais j'ai écouté les masterclass et en fait, ça a vachement inspiré. Et on a parlé avec lui, est-ce qu'on pouvait venir étudier avec vous? L'idée, c'était de venir un an étudier avec lui et revenir au Venezuela. Voilà, on a pris ça, et implanté ça là-bas. Il se trouve qu'après un an, je suis rentré au SUP. Et donc, ça a prolongé 5 ans. Et voilà. Donc, c'était une belle expérience, en tout cas, pour
pour venir en France, arriver à Amiens, c'est comme je disais, bah, et, croyez-le ou pas, c'était très exotique pour moi, Amiens. Donc, arriver à Amiens, voir une classe tellement avec des nationalités tellement différentes, il y avait deux Français, il y avait un Croate, Japonais, Chili, Colombie, Venezuela, il y avait Taïwanais. Genre, en fait, il y avait de partout, de partout. Et donc, c'était hyper. Comment on dit? J'ai appris beaucoup de ça, quoi. Culturellement, c'est très riche, quoi. Donc, de ça, de tous les cours avec Eric Aubier, bah, et ensuite, bah, ça s'est prolongé avec le SUP, ouais. Ok. Et quand tu étais au Venezuela, j'imagine que tu parlais pas forcément français. Et tu as appris en venant ici? Et comme on avait le projet de venir ici, on s'était mis à étudier français 9 mois, hein, de façon intensive. Donc, Ok. j'avais des cours tous les jours. Et pendant les 3 premiers mois, je me suis dit, mais je vais jamais réussir à parler cette langue. Parce qu'il y avait carrément des sons que j'arrivais pas à faire. Genre U, E, tout ça, Ah, ok. ça n'existe pas en espagnol. Du coup, j'étais là, on savait pas faire. Mhm. Et au bout d'un moment, après les 3 mois, ça allait un peu plus facilement. Et en arrivant ici, je me suis dit, bon, bah, et j'ai beaucoup appris à écrire. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai le plus appris. Et c'était à l'Alliance française là-bas. Et en arrivant ici, bah, je pensais pouvoir parler. On arrive à l'hôtel, bah, c'est très, très difficile. Je parlais à une lenteur. Du coup, j'ai demandé, est-ce que vous pouvez parler lentement? Sauf qu'en français, quand on parle lentement, on articule beaucoup plus des syllabes qu'on n'entend pas d'habitude. Du coup, c'est pareil, je ne comprenais pas maintenant. Mais bon, je suis venu avec des bagages en français et je les ai. Fluidifié. Voilà. Filmé, ouais. Ok, ouais, super. Tu fais aussi, du coup, t'es trompettiste à Radio France. Oui. Pour les gens qui savent pas trop, parce que moi, je vois, ok, à Paris, il y en a plein des orchestres. Il y a l'Orchestre de Paris, il y a Radio France, il y a les orchestres militaires. C'est quoi Radio France et ça joue quel rôle aujourd'hui? Alors, Radio France, il faut savoir déjà qu'en fait, il y a deux orchestres à Radio France. Avant, il y en avait plein, il y en avait 4, je crois, si je ne me trompe pas. Et maintenant, il y a deux orchestres, le National et le Philharmonique. Et le rôle principal et historique, c'était passé sur les ondes. Et il y avait plein d'orchestres partout en France, un peu comme en Allemagne en ce moment-là et même avant aussi. Donc, le but principal, c'était être présent sur les ondes pour que les gens ils puissent écouter. Et aujourd'hui, ça continue d'être la même mission. Et ça, bah, du coup, on a habitué à avoir des micros pour jouer, non pas pour parler, mais pour jouer. Donc, tous les concerts sont enregistrés, pas mal de concerts sont filmés aussi. Et, et du coup, bah, comme la mission d'un orchestre de Radio France, bah, c'est partager la culture et continuer à la faire vivre et, au sein du pays et à l'international aussi. Ok, ah oui, il y a toujours ce côté, effectivement, captation, enregistrement qui est plus présent. Oui, oui, oui. Ah, super. Bien sûr. Et comment as-tu vécu ton intégration à l'Orchestre Philharmonique de Radio France? Super bien. Et je me demande si on attire ce qu'on est finalement. Parce que chaque personne qui rentre dans un orchestre, bah, je le vois avec mes copains, genre Rémi, Célestin, ils sont très contents et c'est comme si c'était une fusion qui se passe entre un musicien et l'orchestre. Et du coup, est-ce que c'est l'orchestre qui nous choisit ou est-ce que c'est nous qui choisissons l'orchestre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis arrivé à l'orchestre et même l'état d'esprit des gens et tout ça, ça me parlait beaucoup. Il faut savoir que c'est un orchestre qui a beaucoup d'histoire aussi avec le Venezuela. Et à l'époque, il y avait le Montalbetti qui gérait tous les chefs invités, tout ça à l'orchestre, au Filard, et qui avait invité Dudamel, quand il n'était pas connu. Et du coup, ça a commencé à faire un partage entre les orchestres. Ils ont fait des concerts, mais je ne sais pas combien de musiciens. Et, et des concerts partagés aussi, une première partie à un orchestre, une deuxième partie à un autre orchestre. C'est quand même très rare aujourd'hui de faire ça. Je pense que pour le public, ça devait être une très belle expérience. Et, et du coup, j'ai un petit blanc là. Et Là, t'étais sur. Attends que je dise une bêtise. On faisait des mix d'orchestres, on mélangeait les orchestres. Aujourd'hui, on le fait moins. oui, et en fait, quand la première fois que j'ai joué avec le Filard, c'était parce que bah, je trouve, peut-être c'était un motif, c'est le Bolivar venait jouer avec eux, la Notre-Dame de Paris.
et il faisait un concert, c'était le Requiem de Berlioz. Ça demande des fanfares dans tous les sens. Il y a Ouais. genre, des dizaines de cuivres, mais de partout. Et du coup, à la cathédrale, c'était super intéressant parce qu'on était espacés vraiment très, très loin. Moi, c'était l'Orchestre Bolivar qui est venu, donc il y avait mon ancien prof, il y avait le filaire, et on m'a invité, mais c'était pas le Bolivar qui m'a invité parce qu'ils ont 17 trompettistes déjà. Donc, Ok. ils avaient à l'époque 17 trompettistes. Donc, c'était Radio France qui m'avait invité. J'étais à la classe au SUP et bon, je soupçonne donc c'est Alex Batti qui m'avait invité. Et je pense que ça était aussi, bon, je suis allé au SUP et tout ça, mais en fait, on ne se connaissait pas. Et je pense que comme j'étais vénézuélien et tout ça, j'allais être très content. Et effectivement, j'étais très content. J'ai fait mes premières rencontres avec les gens de l'orchestre comme ça. Et ça s'est super bien passé. Et après, je suis revenu. Et donc, il y avait une bonne entente musicalement et humainement aussi. Donc, j'avais un rêve, c'était rentrer dans un orchestre. Après avoir fini mes études au SUP, juste après, je suis rentré à Limoges, à l'Opéra de Limoges, trompette solo à l'Opéra de Limoges. J'ai fait 1 an et demi là-bas et il y a eu le concours de deuxième trompette au filaire que j'avais déjà fait et que j'avais pas eu. Et là, je l'ai refait et je l'ai eu. Donc, mon arrivée à l'orchestre, ça s'est très bien passé et Et tu connaissais déjà finalement. je le connaissais pas profondément chaque musicien, mais tu as le temps de voir et l'essence de l'orchestre, ouais. Bien sûr. Et puis finalement, après, il y a eu un poste, j'imagine, en trompette soliste. Après, il y a eu le poste de trompette soliste bien après. C'est un poste que, au départ, c'est pas que je le voulais pas, mais j'ai toujours eu dans ma tête cette sorte d'évolution, continuer d'évoluer, évoluer. Donc, je le faisais parce que je voulais progresser. Et donc, il y avait le poste de soliste, je l'ai fait. Et bah, écoute, j'étais pas forcément assez prêt à ce moment-là. Donc, je l'ai fait une fois. En finale, ils ont pris personne. Je le fais une deuxième fois. Et je me trouve en finale avec David Guerrier. Donc, bon, je suis déjà très content. Et il y avait une sorte, j'ai beaucoup aimé ce concours parce qu'il y avait une sorte de relâche, mode, bah voilà, je suis avec David Guerrier, bah, on va se relâcher, quoi, genre, c'est pas grave. Et du coup, je me suis vachement fait plaisir et tout, c'était très agréable, quoi, finalement, comme un concours, c'est rare, hein. Et, et voilà, donc je l'ai pas eu, c'est David qui l'a eu, j'étais en liste d'attente et il a pris le poste et en fait, j'ai passé quelques années aussi. Avant ça, j'avais fait déjà 5 ans avec Alex Batti et avec lequel j'ai appris énormément de choses et à l'orchestre aussi. Parce que même si on fait beaucoup de l'orchestre au Venezuela, bah, c'est quand même pas la même chose de le faire en Europe, en tout cas à cette époque-là. Donc, donc j'ai beaucoup appris et après l'arrivée de David aussi, j'ai continué. Et du coup, c'était super riche en apprentissage. Et après, David, il est parti. Non, Alex, il est parti. Bon, oui, je crois Alex, il était parti. Il a démissionné parce qu'il avait eu le poste à Munich. Donc, j'ai fait le concours. Et voilà, j'ai la troisième. Je sais pas comment on dit en français, mais en espagnol, on dit la tercera es la vencida. Genre, la troisième fois, c'est la Ah, bonne. c'est la bonne, ouais, on le dit ça aussi. Comme ça Ouais, ouais. Exactement les mêmes Et on mots. le dit en espagnol même. Ah, Mais non, mais on dit la troisième fois, c'est la bonne, oui, carrément. Donc voilà, et la troisième fois, je l'ai eu et voilà, et je continue à me faire plaisir avec l'orchestre. C'est super. Et c'est la classe parce que le fait de ne pas avoir tes concours du premier coup et d'y retourner et de les avoir, c'est quand même. C'est bien, c'est résilient, quoi. Ouais. que ça- C'est vrai, les concours, ça demande beaucoup d'énergie, Mm. mais cette envie d'évolution, de progrès, c'est ce qui m'a permis de me pousser, je pense. Ok. Et dans le métier d'orchestre, qu'est-ce qui te plaît, toi, aujourd'hui peut-être à Radio France? Qu'est-ce qui est sympa dans ce métier-là? Et déjà, le répertoire. Le répertoire, parce que les grands compositeurs, bien sûr, ils ont écrit des concertos, ils ont écrit des cantats, un effectif énorme. C'est comme si, j'imagine, hein, c'est comme s'il y a un peintre, tu lui dis, va, fais-moi une maison et tu lui donnes un petit. Un croquis. Non, avec peu de couleurs pour Oui. peindre. Voilà, et il va faire quelque chose de très. Mais après, quand tu lui donnes tout un orchestre, genre un palais de nuances, de couleurs, d'instrumentations différentes, en fait, ils se font vraiment plaisir. Donc, je trouve hein, que les plus grandes œuvres écrites pour la musique, c'est pour orchestre symphonique, parce que c'est là où tu as l'éventail de possibilités. Hmm. Et donc, déjà, le programme, c'est extraordinaire pouvoir aborder ça.
et le partage humain, parce que dans l'équipe de cuivre, on est très nombreux. Et on a la chance de s'entendre très très bien aussi à l'orchestre. Et donc ça me plaît beaucoup aussi. Et aussi c'est une équipe qui est toujours avec cette envie d'aller plus loin, aller plus loin. Donc on fait beaucoup de projets entre les cuivres. On est très dynamique, genre tout le monde répond. Genre, l'autre fois, on nous avait demandé pour faire un concert. Et c'est près du Louvre, un monument que je ne connaissais pas, c'était les colonnes de... Bon, c'est quelqu'un qui a créé ça, si vous Ok. les avez, tant mieux. Ouais, j'ai pas, non. Et ça passait en direct à la télé, et on nous dit une semaine avant, est-ce que vous pouvez jouer? Et ça, c'est direct à la télé, c'est un festival du ministère de la Culture, on était là, ok, il faut préparer ça en 2 répètes, et en sachant qu'une répète, on n'était pas au complet. Donc, est-ce qu'on le fait? Et déjà, il faut que tout le monde soit libre. Et donc, une semaine avant, on accepte. Donc, ça montre beaucoup l'envie qu'on a de faire des projets avec le cuivre et de continuer d'évoluer. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et voilà. Sinon, les soirées sont bien aussi. C'est important. Et pour du coup l'orchestre de radio, est-ce que il est spécialiste d'une certaine musique, d'un certain compositeur ou pas du tout, ça peut jouer de tout? Historiquement, et tu veux dire un orchestre de radio? Oui. Alors, historiquement, le Filard, c'est un mélange de plusieurs orchestres, l'orchestre lyrique, l'orchestre de chambre, et je pense qu'il y avait un côté contemporain aussi. J'étais pas à cette époque-là, j'étais même pas né. et, et en fait, et l'orchestre national, c'était l'orchestre du rayonnement qui faisait du répertoire plutôt français. En fait, c'était pour exporter la France à travers le monde, quoi. Et aujourd'hui, on garde un peu ces identités, genre l'orchestre national donc du Radio national de France, mais qui est à Radio France, et représente beaucoup, surtout le répertoire français, même s'ils font beaucoup de répertoires autres. Et l'orchestre philharmonique, il est plutôt dédié historiquement pour la création et aussi pour tous les autres répertoires. Donc c'est vrai qu'on a plus l'occasion de faire du répertoire allemand, autrichien ou des choses comme ça, et un peu moins français. Donc dans les équilibres, on fait moins de répertoire français et le national il fait un peu plus de répertoire français, je pense. Ok. Tu connais un peu la musique professionnelle vénézuélienne, ça, est-ce que c'est vraiment différent dans l'approche orchestrale de ce qu'on fait en France? Je crois que je n'ai pas compris. La musique professionnelle, tu veux dire Oui, au Venezuela, je sais pas, j'imagine qu'il y a des très bons musiciens Ouais. et qui jouent dans des orchestres. Ouais. Et est-ce qu'ils jouent pareil, les orchestres vénézuéliens, des orchestres français? Ou est-ce qu'on a des différences dans les façons de jouer? Et dans les orchestres, tu veux dire? Parce que sinon, salsa et tout ça, c'est très différent. C'est vrai. Dans les Ça peut orchestres. être le répertoire, tu vois, de ces orchestres aussi. Hein. Et le répertoire, il s'inspire de l'Europe, du coup. Donc, il y a beaucoup de répertoires que ils se disent, bon, on va faire ça. Après, pour le système, le Maestro Abreu, il avait fait carrément un schéma, genre, un orchestre jeune, il joue ça. Un orchestre jeune, quand je te dis jeune, c'est très, très jeune, quoi. Genre, c'est peut-être 9 ans ou 8 ans, genre, l'orchestre, entre 7 et 12 ans, je crois, c'était l'orchestre d'enfants du Venezuela. Il y a une magnifique vidéo sur YouTube. Valentin, je pense que tu pourras la regarder aussi. C'est l'Orchestre national qui joue Première de Malheur. L'Orchestre national d'enfants qui joue pour la c'est Première de Malheur. C'est énorme. Et c'est à avoir les poils, vraiment. Ok. C'est regarder la fin. C'est parce qu'il y a beaucoup d'envie. Et je pense que Malheur, il rêvait de ça parce qu'il imaginait toujours des effectifs énormes et tout. Quand tu fais deuxième de Malheur avec 17 trompettes, c'est un effectif énorme. Après, toutes les cordes, elles suivent et tout. Et du coup, là-bas au Venezuela, il y a les orchestres professionnels, genre le Bolivar, le symphonique du Venezuela et tout ça. Et dans la manière de jouer, c'est forcément différent. Dans chaque pays, c'est différent. Donc, ils s'inspirent quand même de chaque compositeur, de chaque nationalité des orchestres et tout ça. Mais au Venezuela, il y a une sorte de JV D'envie. très, très prononcée de tout le monde. D'une part, parce que tout le monde est à peu près de la même génération. Parce qu'en fait, c'est l'orchestre Bolivar, à l'époque, c'était l'orchestre des enfants national qui ont grandi ensemble. Et Dudamel, qui était le chef, en fait, il était le violon solo de l'orchestre. Donc, il a grandi avec tout le monde et c'était une bande de copains qui
qui faisaient de la musique ensemble. Après, ils avaient 30, 40 ans. Donc, tu prends un orchestre et tu mets exactement le même profil de tout le monde. Bah, ça crée quelque chose de particulier, ouais. Et, et sinon, bah, je les ai entendus il n'y a pas longtemps, donc je disais, et j'ai pu constater, j'ai regardé un peu, par exemple, tous les instruments des cordes. C'était pas forcément des instruments des luthiers incroyables et tout. Et en fait, à jouer tout seul, t'entendais que c'était pas un bon instrument. Mais quand tu mettais tout l'orchestre à jouer avec ces instruments-là, ça donnait une niaque Ouais. vraiment intense, quoi. Donc c'est différent, oui, c'est différent avec tous les pays. Oui. Ok, intéressant. Et Dudamel, du coup, c'est quelqu'un que tu as connu en direction, par qui tu as été dirigé déjà ou... Et oui, quand j'étais jeune, il avait dirigé l'orchestre dans lequel j'étais pour une session comme ça. Après, ici en France, 2 fois. Et une fois, j'ai eu l'opportunité de remplacer à l'opéra Marc Jean, qui était malade ce soir-là. Et c'était Turandot. Et c'était Dudamel qui, qui dirigeait. Et du coup, il m'a appelé le matin. J'étais libre le soir. Il m'a dit, OK, mais il faut apprendre 3 heures et demie, je crois. Peut-être je me trompe parce que je ne suis pas le spécialiste des opéras. Mais il fallait apprendre tout ça en peu de temps. Mais j'aime bien le déchiffrage. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, Gustavo Dudamel? Et cette énergie, cette euphorie, j'ai assisté à beaucoup de concerts symphoniques quand il était à la tête de l'opéra. Et c'est vrai que toute sa personnalité s'est transmise à travers l'orchestre. Et j'étais super content d'écouter l'opéra à chaque fois avec lui, avec cette direction. C'était toujours très pétillant. Et évidemment, il a le public aussi qui le suit et tout. Donc déjà, il rentre et en fait, il y a déjà une ambiance alors qu'il n'a pas levé le bras. Donc il y a un beau moment qui se crée, ouais. Ouais, c'est important. Ouais. Tu as fait du coup donc, Radio France. Tu joues aussi en musique de chambre. Du coup, tu me disais avec Local Brass. Oui. Qu'est-ce que ça apporte et comment ça complète ta carrière d'orchestre? Et ma carrière de musique de chambre, vraiment carrière, ça a commencé plus tôt que l'orchestre en fait. Ah oui. Et si je fais de la musique aujourd'hui, c'est grâce à la musique de chambre. C'est pour ça que je pense que j'ai une fin de musique de chambre vraiment à l'intérieur, toujours de vouloir faire ça. Et en fait, c'est parce que j'avais 12 ans, j'étais au Systema et tout ça, mais on le fait comme tout le monde. Et à 12 ans, le Maestro Abreu, il a voulu augmenter le niveau des orchestres. Et il a fait une stratégie qui est, je trouve, incroyable. Il s'est dit, si je veux augmenter le niveau des orchestres, je vais augmenter le niveau des solistes qui vont pousser tout le monde. Donc, il a appelé les meilleurs groupes de musique des chambres, le meilleur quatuor à cordes du moment, le meilleur quintet de cuir du moment, le meilleur quintet à vent du moment. Et il a fait des stages avec des quintettes ou des quatuors de chaque orchestre important du pays. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé 10 jours avec le Spanish Brass. Et on était 23 quintettes en stage. Et tout ça, c'est le Systema qui offrait, quoi. C'est un projet du Systema pour augmenter le niveau des orchestres, quoi. Et donc, c'est à ces moments-là, lors des 10 jours, je vois un partage musical que j'avais jamais connu. Je vois un partage humain que j'avais jamais connu. Je refais ça à 12 ans. Ma mère, elle a eu du mal à me laisser partir parce que quand même 12 ans, aujourd'hui je la comprends. Le jour J, je dis, mais comment tu vas pas me laisser partir? On m'a sélectionné pour ça. Maintenant, je dis, bon, 12 ans, c'est vrai, c'est quand même très jeune. Mais j'ai réussi à la convaincre. Et bon, quelqu'un qui m'a amené quand même, ma tante, elle était là-bas et tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai ça à l'intérieur. Et du coup, sinon, tu me dis que qu'est-ce que ça apporte pour l'orchestre. Mais en fait, en musique des chambres, on est très peu. Donc, il y a une souplesse qui est c'est pas plus facile, mais plus immédiate. Les réactions sont plus immédiates à l'orchestre. Tu as l'effet de masse qui va prendre un peu de sens, ce qui est beau. C'est cet effet de masse voilà, c'est un peu plus de lourdeur, donc c'est plus de profondeur aussi. La musique des chambres, ça va être plus réactif, plus immédiat. Et donc, ça développe beaucoup l'écoute, bien sûr, comme tout le monde le sait, mais ça développe aussi un sixième sens autour de tout le monde qui t'entoure, autour de tout ce que tu t'entends, des regards, interpréter tout, quoi. Des mouvements, interpréter, je sais pas, tu vois quelqu'un qui n'est pas prêt, mais de le coin de l'œil, tu vas pas jouer, quoi. Tu l'attends, quoi. Donc ça, c'est hyper bénéfique. Et ce qui est bien, c'est
c'est faire plein de musiques de chambre différentes parce que chaque groupe est différent et chaque identité du groupe est différente. Chaque temps de respiration du groupe est différent aussi, donc ça complète. Ok. Ok. Et quel répertoire joues-tu du coup en quintette En quintette, au début, on a commencé comme tous les quintettes avec du grand répertoire connu et après, on a voulu s'approprier notre répertoire. Donc, on a commencé à faire des créations, on a fait pas mal de créations et aussi des arrangements un peu inédits ou faits autrement. Donc, on a connu un arrangeur, Gabriel Filippo, qui au début, il nous écrivait, on faisait des corrections et tout. Aujourd'hui, il écrit, il nous dit, bon, vous me dites des choses. Et en fait, ça arrive et tu le joues et ça marche. Donc, c'est Ok. super agréable. Mais bon, ça fait 10 ans maintenant qu'on bosse avec lui. Bon, peut-être 8 ans qu'on bosse avec lui. Donc, Et c'est des arrangements quoi, musique de film, plutôt pas musique trop. classique. C'est plutôt les musiques classiques. On essaie de faire des musiques classiques qui ont été un peu oubliées ou en tout cas que les cuivres, on ne connaît pas. Mais je me souviens, parce que j'avais 12 ans, je me suis beaucoup intéressé aux quintettes de cuivre. Il y a un quintet que j'adore, c'est l'Empire Brass. Et en fait, j'ai découvert des pièces d'orchestre quand j'avais 12 ans, et grâce aux quintettes de cuivre. C'était un message plus direct. Genre, le cuivre me parlait directement à cuivre. Ah oui, en fait, après, je découvre la pièce. Donc, je pense qu'on fait un peu ça avec le quintet. On prend une pièce, par exemple, je prends Léo Delibes, le roi Samus de Léo Delibes, qu'on a pris ça pour notre dernier CD. Et c'est des pièces que même je connaissais pas. Hein. Et c'est François Petitpré qui avait pris cette pièce. Et du coup, je pense on peut faire découvrir les gens ce genre de pièces aussi. Ok. Comment, dans un ensemble, que ce soit du quintet ou alors de l'orchestre, comment est-ce qu'on trouve la justesse avec les autres? C'est quoi le conseil que tu donnerais pour vraiment jouer juste ensemble? C'est l'envie de jouer juste. Oui. C'est le temps de passer ensemble aussi. Parce qu'en fait, c'est normal que aujourd'hui, on prend tous les trois les trompettes, on va jouer. C'est normal si on est faux. Et c'est pas très grave au début. Il vaut mieux, je trouve, il vaut mieux être tranquille et voilà, on va corriger ça avec le temps. Genre, voilà, ça, ok, on essaie de se comprendre aussi. Et parce que c'est pas qu'une question de justesse, c'est aussi la couleur des sons, que ça se marie bien. On peut être très juste et que ça sonne pas ensemble, que ça sonne pas un bel accord et tout. Donc, on travaille la justesse, évidemment, genre en mode toujours, genre des quintes, on rajoute la tierce, on rajoute ça. On fait aussi des exercices, des accords un peu complexes avec des septièmes, genre un accord, bon, je résume la chose, mais des accords complexes et pour travailler des justesses complexes aussi. Donc, c'est un travail qui a besoin de temps. En tout cas, pour que tu sois juste pendant très longtemps du concert, c'est un travail qui a besoin des années de travail. Ok, intéressant. Et pour arriver plus dans la partie technique, toi, dans tes journées, quand tu travailles ta trompette, ce serait quoi ta routine de travail? Ma routine de travail dépend beaucoup de ce que je dois jouer et de mes projets. Donc, si j'ai un gros concert de quintet de cuivre, j'ai pas d'orchestre à ce moment-là, ça va être très différent que si j'ai cinquième de malheur à jouer à l'orchestre et j'ai rien d'autre à côté. Et donc, j'adapte la routine en fonction de ce que je veux jouer. C'est pareil, par exemple, ça peut arriver à un moment où j'ai juste besoin de me mettre en forme, mais le répertoire n'est pas forcément très compliqué. Donc là, tu peux faire vraiment des grosses séances techniques. Donc, j'ai une routine, je dirais plutôt... comment on définit ça? Et j'ai pas une routine de base que je fais tous les jours, mais j'ai une discipline de tous les jours. D'accord. Je sais pas si c'est compréhensible. Du coup, c'est quoi cette discipline, si on devait la décrire? Cette discipline, c'est chauffer, c'est surtout bien chauffer. Mais tu veux dire des exercices Ouais, ou... ouais, carrément. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu chauffes, Ah, par ok, exemple? d'accord. Tu voulais vraiment la Je technique. rentre dans le techniquement, détail, ok. hein. On y va à fond. Ben, si tu m'avais prévenu. Hein. Et donc, je commence toujours par l'embouchure. Et il y a une époque que je prenais pas la trompette si je me sentais pas à l'embouchure vraiment chaud. Donc, Ok. je pouvais faire une demi-heure ou j'ai déjà fait une heure en embouchure, par exemple. Et c'est pas là, habituellement, je fais pas ça. Plus sur 10 minutes ou quelque chose d'embouchure. Et
Et aussi surtout le registre. Je commence très, très doucement, plutôt dans les grappes. Et c'est toujours des glissando dans tous les sens. J'aime bien, parce que c'est la base de tout. En fait, on se concentre que sur la vibration, la façon de souffler et l'état du corps, quoi. Et donc, je fais ça pas mal. Et après, je passe à la trompette. Et je fais beaucoup de choses, pas forcément dans l'aigu au début. Et sauf si j'ai chauffé une heure à l'embouchure. Je fais ça il y a 1 an et demi, je crois, quand j'étais en période d'essai au poste de trompette solo, j'ai fait ça. Et quand je prenais la trompette, en fait, j'étais déjà chaud. Donc, tu faisais des exercices assez complexes directement, mais c'est pas. Je trouvais pas ça que c'était violent parce qu'en fait, ça fait 1 heure que je fais des choses douces et tout. Donc, commencer à la trompette direct sur des vocalises un peu complexes et tout, je trouvais ça plutôt soufflant, quoi. Ok. Et après, bien sûr, des souplesses comme tout le monde, détaché aussi, mais je le fais pas si j'ai des choses à préparer qui sont conséquentes, et ma chauffe, elle est plutôt courte. Et c'est une erreur que je pense que je faisais quand j'étais jeune étudiant au SUP. C'est que peu importe ce que j'avais à faire, en fait, je faisais une séance technique avant de faire l'échéance. Et en fait, tu commences l'échéance, c'était déjà, déjà un peu entamé, au lieu de jouer sur la fraîcheur et tout ça. Et je l'ai compris assez tard, finalement, plutôt en 4e ou 5e année du sup. Là, ah oui, en fait, on ne peut pas faire un concerto comme ça, sur la fraîcheur et tout, si on a fait 2 heures de technique dans la journée avant. Mm. Et donc, voilà. Ok, tout le monde se pose la question, quelle méthode utilises-tu finalement pour travailler cette technique ou les vocalises, s'il y en a Je pense que j'utilise une méthode universelle. En fait, tout le long de mon parcours, c'est des gens qui m'ont inspiré. Donc, je pense que j'ai pris les choses de chaque personne qui m'inspirait et qui me faisait du bien. Et donc, je peux pas te dire je bosse telle méthode parce que mon travail, il est très, Très large. très, très large et très, très adapté. On va dire ça, très adaptable, quoi. Et donc, ma méthode, c'est toutes les rencontres que j'ai faites dans la trompette. Et aujourd'hui, ma chauffe, c'est un peu ça. Genre, voilà, cet exercice d'un tel, d'un tel, d'un tel. Moi aussi, même, qui j'ai inventé, si on peut dire ça. On ne s'est pas inventé parce que tout a déjà existé, mais construit un exercice. Et donc, voilà, je peux pas te dire, je suis pas l'exemplaire à te dire, voilà, il faut faire telle méthode et telle méthode, telle méthode. Même si les exercices, ils sortent de ces méthodes-là, bah, ils sont quand même un peu changés, un peu modifiés. Et Et qui sont utiles pour toi, pour être bien finalement, pour être prêt à ouais, jouer des concertos. ouais, c'est ça. Ok. Quand on est un trompettiste de ton niveau, quand on travaille, si par exemple tu as une semaine et que tu n'as pas de concert, tu n'as rien, mais tu veux maintenir ton niveau, voire même progresser, il est raisonnable de travailler combien d'heures par jour? Et alors, si t'es pas en vacances, du coup, non? Parce que si je suis Oui. avec la famille, je lâche quand même un tout petit peu. Ok, oui. Mais si tu veux vraiment maintenir la forme, et combien de temps? Ouais. Ce que je dis à mes étudiants, c'est que l'idéal, pour moi, c'est faire des énormes journées, mais où tu connais jamais la fatigue. OK? Donc, l'idéal, c'est être chez soi. Et en fait, tu fais un peu de trompette, tu lâches, tu fais quelque chose, tu vas faire un autre peu de trompette, bah, tu vas faire du sport, tu vas faire un peu de trompette. Et en fait, tu tiens ça toute la journée, ça veut dire que tu bosses pendant des heures. Si tu mets tout ensemble, peut-être tu as bossé 4, 5, 6 heures, mais tu fais jamais, je peux pas te dire des minutages comme ça, mais je pense que je fais jamais plus de 15-20 minutes d'affilée quand je fais ce genre de journée. Intéressant. Mais par contre, dans la longueur de la journée, après, il faut être disponible toute la journée où tu t'adaptes. Voilà, à 16 heures, j'ai ça, ou le soir, j'ai ça. Donc, je vais étaler mon travail comme ça. Donc, je pense que c'est le plus bénéfique. Et j'imagine, je ne suis pas professionnel du sport, mais j'imagine que les sportifs, et par exemple, comment on appelle? Bodybuilder. Voilà. J'imagine qu'ils font pas 2 heures d'affilée des pas. Même ceux qui font peu, en fait, ils font des répétitions, pause. Et
le plus important, c'est finalement les pauses, en fait. Parce que sinon, le muscle il se fatigue. Bah, nous, je pense que c'est pareil, que si on ne connaît pas cette fatigue, bah, on pourra travailler vraiment toute la journée, quoi. Et voilà, je pense que je reconstruis comme ça ces semaines-là. Ouais, c'est intéressant. Et tu disais, quand tu es avec de la famille, tu relâches un peu plus si tu es en vacances. Il y a des vacances où tu arrêtes complètement de jouer, tu dis tiens, je pars une semaine, j'arrête la trompette. Mais écoute, je prends toujours ma trompette, parce que les musiciens, on a une culpabilité à la tête, genre, t'es avec la famille et ta trompette, elle te regarde, elle est là. Et c'est quand que tu vas bosser. Et du coup, je l'amène, et par conscience, je me dis, vas-y, je vais quand même bosser, parce que on n'aime pas la reprise. Les trompettistes, on n'aime pas la reprise. Et je pense surtout les trompettistes. Donc je l'amène, et après, c'est toujours pareil. Si je passe une semaine avec ma famille, je passe 5 jours sans jouer du tout. Et je me dis, ah ouais. Et les 2 jours, la culpabilité, elle n'en peut plus. Du coup, je fais au moins 1 heure, quoi. Et là, à ce moment-là, pour le coup, je fais 1 heure un peu d'affilée pour profiter vraiment de la famille. Genre, une fois que c'est fait, c'est fait. Hmm. Il m'est arrivé avant que j'ai le poste de trompette solo, David m'avait proposé une série pour faire trompette solo, et c'était les tableaux. Et c'était à la reprise. Donc, bon, c'est avant de faire le concours. Du coup, il faut montrer que voilà, que tu as envie, que tu peux tenir le poste et tout. Et que tu peux te faire plaisir. C'est pas de la pression, c'est vraiment que tu as envie de ça. Donc, mais je partais en vacances pour faire du kitesurf avec des copains, avec des compagnies Gantet et tout. Donc, j'étais dans le sud. Et je me suis dit, mais il faut que j'ai des vacances, mais il faut aussi que je sois en forme. Donc, j'ai fait 1h30 par jour. Et là, pour le coup, je les ai fait d'affilée. C'était un peu séance musculation et filage tous les jours des tableaux. Et donc, j'ai lâché la trompette parce qu'en fait, je faisais ça de 9h à 10h30. Donc, j'étais en vacances de 10h30 Au soir. très, très tôt le soir. Et en fait, ça a bien marché. Ma conscience était tranquille, le mental aussi. Et du coup, tu arrives, tu es quand même prêt. Et voilà. Donc, il y a plusieurs techniques, quoi. Mais ça, c'est pas forcément pour tenir la forme, sinon pour l'échéance, quoi. Hmm. Donc finalement, le minimum un peu syndical pour toi, c'est si tu fais 1h30 par jour, c'est pas mal en fait. Au niveau de quand t'es avec la famille, que t'as pas le temps, ça semble être important. Ouais, je trouve, ouais. Ok. Si pour un trompettiste amateur qui démarrait à la trompette, même aujourd'hui, adulte, ce serait quoi les conseils que tu lui donnerais pour avancer rapidement sur l'instrument, pour pas faire d'erreur, pour progresser? C'est ne pas vouloir avancer rapidement. Ah, Parce qu'en fait, c'est quand on veut avancer rapidement, genre, je veux que le concerto il sorte là tout de suite. Je veux que ça sorte. En fait, c'est là où tu trouves des mauvaises techniques pour que ça sorte. Donc, ça sort, mais à quel prix? Et en fait, tu le payes après. Donc, plutôt la sérénité, le conseil que je donnerais, c'est sérénité, voilà, et être conscient de chaque petit être conscient de chaque petit progrès qu'il fait. Et voilà, je vais progresser sur ces détails-là. Voilà, il le fait, il progresse, c'est un petit progrès, mais c'est ça qui est important. Et on ne construit pas un musicien du étage 0 à l'étage 8 comme ça, quoi. En fait, il faut Gravir. gravir chaque échelon de la marche. Donc, et il faut être conscient de chaque progrès pour que ta tête elle soit zen. Oui. Ok. Donc plutôt se fixer des objectifs à court terme, faisables, et les accomplir. Genre, et pas des grands objectifs en fait, on a toujours ces sentiments de pas l'avoir. Ouais, de pas l'atteindre. Même si 10 ans après tu l'as, bah, tu vis 10 ans à... Bien sûr. Et du coup, là, il y a tous mes petits étages. Et je me dis, tiens, bah moi, j'ai jamais joué de trompette. Donc, il faut que je mette mon premier bloc. Ça doit être quoi le premier bloc, le premier étage? Qu'est-ce qu'on doit mettre en premier en place pour pouvoir progresser sereinement, d'après toi? Bah, je trouve que c'est faire une vibration sans crispation. Donc, si je joue pas du tout de la trompette, je dirais, voilà, tu essayes de faire une vibration que tu sentes qu'il n'y a pas la gorge qui est serrée, il n'y a pas le thorax qui est serré, il y a rien qui est serré. Bah, pour moi, c'est déjà un premier objectif atteint, quoi. Donc, Ok. Sans tension, en fait. voilà, oui. Ouais, c'est intéressant. J'imagine que dans tout ton parcours, on t'a donné des conseils en trompette ou alors tu as entendu des choses. C'est quoi les conseils ou les choses que tu as entendues où tu t'es dit, ah ouais, là, ça a changé mon jeu et qui t'ont vraiment permis de progresser? Euh,
Une chose qui m'a changé un peu, c'est... Oui, il y a évidemment plein de conseils de plein de profs différents. Mais c'est vrai, quand j'étais arrivé en France, j'étais avec Aubier et j'avais fait le sup direct. Cette fois-ci, j'étais pas rentré. Genre, en arrivant, sup. Et c'est l'année d'après que j'étais rentré. Et du coup, je me rendais compte que je tenais pas le programme physiquement. Et c'était en stage avec Aubier et il avait invité Guy Messler. Et je me souviens, il y avait une étude à jouer et j'avais du mal à le faire. Et une chose que ça m'a changé beaucoup de ça, c'est justement pas vouloir... tu le files comme ça et tu l'as tout de suite. Parce qu'en fait, ça se construit aussi, la résistance. Et donc, il m'a conseillé de bosser le morceau par partie. Genre, ça paraît bateau, mais en fait, je le faisais pas. Pour moi, c'était genre, il faut filer, il faut filer. Et en fait, par partie, et que chaque partie musicale, et la pause, hein, je me dis, je recommence pas tant que je sens que je suis en bon état et que ça va sortir très bien la prochaine phrase. Donc ça pouvait prendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, peu importe. Mais quand je reprenais la prochaine phrase, c'était sain, le jeu. Et du coup, il m'a dit de raccourcir ces pauses-là. Donc je faisais un filage du morceau avec plein de pauses, mais il m'a dit de raccourcir ces pauses-là petit à petit. Et comme ça, ton corps, il enregistre de manière saine et chaque phrase. Donc, il y a des réflexes qui se créent, que tu respires, et voilà, tu commences comme tu l'as travaillé, c'était de manière sereine. Et du coup, coller petit à petit ces espaces, et du coup, au lieu d'1 minute, bah, tu faisais 30 secondes, 20, 15, 10, et à la fin, tu n'as plus besoin, parce que je me rendais compte à la fin, bah, voilà, j'ai arrêté, et je me disais, bah, en fait, c'est bon, je peux répondre. Du coup, et c'est comme ça que j'ai réussi à filer mon morceau. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler mes morceaux qui étaient physiques aussi. Ok, intéressant. C'était ça la Non, question, non, non? bah oui, carrément. Et donc ça, c'est ce que tu as eu quand tu étais étudiant. Et est-ce que même récemment, il y a quelque chose où tu t'es dit, ah, et ça, pourquoi on me l'a pas dit plus tôt? Pourquoi je le découvre que maintenant? Ou est-ce que là, tu es au top niveau? Non, Tu c'est n'apprends plus rien. pas du tout la... Non, on est toujours en Je te train taquine. d'apprendre, hein. Mais c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que les conseils qui me sont arrivés au bon moment. Ah oui, intéressant. Bon, si on m'avait dit ça il y a 12 ans, j'aurais pas compris, quoi. Genre, j'ai l'impression que c'était petit à petit, tous les conseils. Donc, non, je trouve pas qu'il y a quelque chose il faudrait ils me disent ça plus tôt. Ok, super, tant mieux. En tout cas, réfléchis comme ça, très direct, en live, je vois pas trop. Bien sûr. Et du coup, tu as eu des bons conseils, j'imagine, dans ton parcours. Il y a aussi peut-être des mauvais conseils qu'on t'a donné. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu dis, oula, ça, on me l'a donné, mais pour moi, c'était pas le bon conseil, c'était pas la bonne, ou un conseil que tu entends souvent et avec lequel t'es pas d'accord. Alors, je veux dire oui. J'avais 15 ans. Je veux dire oui, mais je sais pas comment ça se serait passé ma vie si j'avais pas eu ce problème. Ok. Donc, peut-être c'était un mauvais conseil, mais en fait, peut-être c'était un bon parce que c'est grâce à ce mauvais conseil Hmm. que j'ai déroulé toute ma vie. Donc, le mauvais conseil, j'avais une position qui n'était pas bonne à 12 ans. Et je jouais sur la muqueuse ici. C'est pour ça que je pense que maintenant, c'est un peu... genre, L'inverse. j'ai bien haussé la position. Donc, je jouais ici et tout, mais ça marchait. Je disais, à, à 12 ans, je ne me rendais pas compte, mais on jouait avec la fille de l'orchestre que je t'avais dit, on jouait le double de Vivaldi. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop le YouTube et tout ça, on ne regardait pas les vidéos comme ça aussi facilement. Mm. Donc, on attendait la trompette, on s'est dit, bah, c'est pour trompette, on l'a joué, on le bossait en si B. Et on l'a joué en concert avec deux trompettes si B. Donc, c'est aujourd'hui que je me dis, bah, je devais avoir un certain talent parce que le faire en si B, c'est quand même chaud, quoi. Ou je jouais très mal et je ne me rendais pas compte, c'est possible. Et du coup, le mauvais conseil, ça serait quoi? C'est qu'on m'a dit, bah, si ça marche, continue. Et j'ai continué. Et en fait, à 15 ans, j'ai une sorte de dystonie parce que du jour au lendemain, ça ne marchait plus du tout. Ça arrêtait de vibrer, je devais faire les tableaux à l'orchestre. Et je commence, il y avait des trous d'air dans tous les sens. J'étais là, mais c'est quoi ça? Je fais un coup de genou comme ça au pote d'à côté qui finit le concert à la première trompette. Et le lendemain, bah, je ne pouvais pas faire une gamme. Donc, si on m'avait pas dit continue à 12 ans, bah, à 15 ans, ça ne me serait pas arrivé ça.
J'ai arrêté pendant 6 ou 9 mois, 9 mois en tout la trompette, que je pouvais pas jouer. Je pensais que je serais plus trompettiste. Et un jour, en fait, pendant ce temps-là, j'ai commencé à bosser non, à aider le tubiste du quintet avec lequel je jouais, qui était l'homonyme de Adrien Jaminet là-bas, qui vendait le facteur d'instruments et aussi qui avait son magasin, qui réparait aussi des instruments. Donc j'étais là-bas, je passais mes journées là-bas. Et au bout de quelques embauchures, au bout de quelques mois d'essai, j'ai arrêté parce que c'était impossible de faire des sons. Mais de temps en temps, je prenais l'embauchure, j'essayais de faire quelque chose. Et un jour, un son aigu est sorti, 9 mois après, et il me dit, voilà, c'est ça, jouer la trompette, un tubiste. C'était lui mon conseiller. Donc aujourd'hui, bon, c'était un mauvais conseil que je continue, mais si j'avais changé à 12 ans ma position, j'aurais pas fait un autre projet à 14 ans où j'étais au Venezuela avec un orchestre de 1000 personnes pour recevoir Claudio Abbado, parce que j'aurais forcément régressé. Donc, je pense que... C'est peut-être le bon moment, en tout cas. Ouais, c'est ça. Comme je te dis, chaque conseil est arrivé au bon temps, j'ai l'impression. Intéressant. Et est-ce que tu as connu d'autres blessures, à part cette dystonie de ta carrière ou non? J'essaye de réfléchir. Et des blessures, oui. Ah oui. Il y en a eu plein, finalement. Oui, mais pas en jouant, justement, sans jouer. Ah non. Je devais faire deuxième trompette dans 9e de Beethoven avec Laurent Dupéré. Et ma sœur, elle dormait chez moi et tout. J'avais dormi, mais j'avais mis le matelas par terre. Et en dormant, je me retourne, je me cogne la lèvre contre le meuble de télé, mais sévère. Ça gonfle énormément. Et dans la 9e de Beethoven, il y a le solo de deuxième trompette, très basique, do, sol, do, en si bé. Et voilà, il fallait que j'assure. Et bon, j'ai fait le concert, j'avais la moitié de la lèvre très sortie. Et ça, c'était pas la pire fois. La pire fois, c'était... J'étais en période d'essai, et en trompette solo, donc il y a 1 an et demi. Et la période d'essai, ça a été assez intense. J'ai eu 3e de malheur à faire. La semaine d'après, j'ai eu, bon, je ne sais plus dans quel ordre, mais 3e de malheur, l'alpestre aussi, et quelques temps après, une vie de héros. Et la même semaine de vie de héros, on avait concert de sextueur de cuivre. On a dit, bon, on aime bien les projets et tout ça, mais en fait, ça fait que parfois, on a des semaines très, très costauds. Dans le sextueur de cuivre, c'est notre ami David Guéry qui l'a écrit, donc c'était une présentation d'instruments, donc je jouais le cornet mi B, la trompette naturelle, le cornet si B, la trompette si B. En fait, on jouait énormément de trompettes et en sextueur, ça enchaînait, c'est très physique. Et en même temps, on faisait une vidéo de héros à l'orchestre. Juste avant la première répétition d'une vidéo de héros, et qui est assez costaud comme morceau, et on fait la répétition de sextueur, et je vois le corniste, le corps solo, Alex Collard qui jouait la pichotte, du coup, parce que par moment, c'était un mini brass band. Donc, tout le monde changeait d'instrument. Et je le vois, et moi, je prends le cornet à mi B, que j'ai pas l'habitude de jouer ça. Et donc, je le vois, il me fait marrer parce qu'il était comme ça. Et du coup, je voulais l'imiter, je fais comme ça, et là, en fait, le cornet mi B, il avait une pièce qui sort comme ça. En fait, je me suis cogné la lèvre, ça a bien gonflé. J'étais en période d'essai, il fallait que j'assure le concert de Une vie de héros et un concert de cuivre sextueur le même jour, qui était super costaud. Donc ça, c'est un peu la pire fois, mais à ces moments-là, je me dis, bon, et c'est ma logique, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais je me dis, si on n'appuie pas trop, on ne peut pas trop se faire de mal. Et je me dis, il faut que j'assure la chose, donc je vais aller calme et surtout la tête. Il faut calmer la tête parce que c'est souvent la tête. Je me suis rendu compte avec ce sort de dystonie, c'est que en fait c'est la tête genre qui a vrillé. Donc depuis j'essaie de toujours garder le calme et dire bon voilà, un jour t'es pas en forme et c'est pas paniquer genre maintenant comment faire. Non, plutôt s'habituer à gérer ce genre de situation et se dire c'est pas grave, si tu sens quelque chose de bizarre ok, n'appuie pas, n'appuie pas trop, en tout cas, pour pas te blesser ou des choses comme ça. Vas-y mollo, n'enchaîne pas trop. Donc, gérer le mental aussi, quoi.
Ça, c'était les 2 fois où Ok. j'ai eu des blessures, ouais. Et du coup, ce jour-là, ça s'est très bien passé ou... Et bah écoute, oui, genre, j'ai réécouté le concert, ça a été. Et les sensations, comme je t'ai dit, en fait, t'as des sensations bizarres, parce que t'as quand même une lèvre gonflée et tout. Donc tes sensations te montent un peu. Et il faut pas trop, à ce genre de moment, il fallait pas trop que j'entende mes sensations, sinon mon état mental. Et je me suis dit, ah, ça va, ok. Et en fait, la lèvre, on a la chance que la lèvre, ça soigne très, très bien. À chaque fois, ça dégonfle 3 jours après, ou des choses comme ça, si on remet pas des coups, si on n'appuie pas la trompette, bah, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont fait couper les lèvres, des choses comme ça, et à chaque fois, j'ai connu, bah, des gens, ils rejouent, quoi. C'est assez impressionnant. Alors qu'un violoniste, bah, tu lui coupes un doigt, Oui, c'est sûr. il y en a qui jouent quand même, mais c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Ah bah, surtout quand on a l'habitude de se faire mal à la lèvre, quoi. C'est vrai. Un jour, tu m'as donné un conseil qui a vraiment changé ma façon de jouer. Ah bon? Ouais, c'est la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le Au sortie jury? de M. Ouais, un jury. Ok. Et tu m'as dit, quand tu joues, il faut que tu imagines que tu soupires. Et ça a tout changé parce que je pense que ça a détendu beaucoup de choses, en fait, tu vois, Ouais. dans cette vision-là. Bon, bah alors c'était un super conseil, merci beaucoup. Est-ce que tu as un deuxième conseil comme ça qui pourrait changer carrément la façon de jouer d'un trompettiste? Un deuxième conseil. Parce que c'était la première fois que je l'entendais, ce truc-là. Ah, ça dépend du stade dans lequel le trompettiste il est. Tu vois, est-ce Mm. qu'il est étudiant, est-ce qu'il est déjà en voie de formation, en professionnalisation Bien et sûr. Et je te redonne un, peu importe pour qui, mais quelque peu chose importe qui peut débloquer pas mal de personnes, tu vois. Je me suis rendu compte que pour avoir un son assez présent et large, ou savoir prendre sa place à l'orchestre, parce que c'est quand même très différent un rôle de deuxième trompette, un rôle de trompette solo, et il a fallu que j'apprenne ça quand même pour être, comment dire, pour être, je sais pas les mots en français, pour, ah, Si tu l'as en anglais, on peut t'aider, mais en espagnol, je suis pas sûr. Ce qui est une façon détournée. je vais essayer. Ouais, pour, pour que les gens se disent, voilà, en fait, c'est très bien un trompette solo, et pas qu'on te catalogue, voilà, tu es un très bon deuxième trompette et c'est tout. Parce que Mm. c'est bizarre, mais j'aime bien faire les deux. C'est pour Mm. ça que j'aime beaucoup la musique des chambres, parce que tu as toujours les deux rôles tout le temps, tout le temps. Et donc, j'ai dû apprendre à savoir prendre la place au sein d'un orchestre. Et je trouve que c'est beaucoup ici qui se passe. Et dans la respiration, et c'est pareil, genre, on est dans cette pièce, et en tout cas, je le vois comme ça, et peut-être que ça m'aide moi, et peut-être ça va aider à d'autres personnes. Si tu as envie de prendre la parole musicalement, et que c'est plus facilement qu'avec des micros, bah, en fait, tu prends plus d'oxygène que ceux qui sont à côté de toi. En fait, si je respire là, bah, la pièce, elle t'appartient pendant quelques secondes. Et c'est pas. Et donc, de ouvrir le thorax, voilà, c'est bien, Rémi, je te vois le faire. Je teste Donc, tout. de respirer très, très profondément, et prendre sa place. Ça commence de prendre sa place là. Et le son, il change beaucoup. Et j'expérimente, il y a un étudiant qui l'a fait ça. Et c'est vrai que son son, ça change beaucoup. Et c'est pareil, je suis pas énergétologue ni quoi que ce soit. Mais peut-être, je me dis, en fait, peut-être, ça me fait réfléchir. Je me dis, peut-être que l'ego, il vient d'ici. Et que tu as besoin de jouer, pour jouer, en tout cas quand tu es en train de jouer, il faut un peu pour pouvoir prendre la place. Et c'est vrai que quand genre, tu vois des gens qui vont se fighter, juste avant de se fighter, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent ça, genre, quoi? Boum, le torse, quoi. Et en fait, Ouais. je me dis, en fait, peut-être que ça vient d'ici, l'ego, du coup. Et vas-y, si je gonfle ça et tout. Et, et je crois que ça donne des résultats. Donc, voilà, peut-être c'est un conseil, en tout cas, à essayer, quoi. Ouais, très intéressant. Alors moi, j'ai fait du chant lyrique pendant une période. Ouais. Et c'est drôle parce que, alors moi, j'ai eu ça sur autre chose, c'est que en bombant le torse, un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et ben, ça a relâché beaucoup de tension aussi, Mhm. tu vois, dans le corps. Et donc, le fait juste Ouais. d'être comme ça, et
de prendre la place parce que, mine de rien, il faut un peu de courage, hein, je trouve, pour être comme ça. Faut avoir confiance en soi aussi. Et je sais pas si rien que le fait de se mettre comme ça peut pas donner aussi, tu vois, un peu de Je détente, pense un que peu oui, d'aide. ouais. Je pense que oui, que ça peut aider, ouais. Et c'est intéressant tout ça. Quand on est à l'orchestre, une des phobies de tous les trompettistes, c'est de mettre des notes à côté. Ça va si vite. Est-ce qu'il y a un travail spécifique qui permet d'éviter d'arroser à côté? Déjà, je trouve que oui, bien sûr, il y a pas de secret, mais je pense que si dans ta tête, c'est très, très, très clair et où sont chaque note, genre, et l'intonation de chaque note et tout ça, et ça enlève beaucoup déjà. Et il y a pas longtemps, j'étais au Mexique, il y avait James Morrison qui était là-bas et ce jour-là, il faisait une masterclass. Et moi, je donnais pas cours ce jour-là, je me suis dit, ah, je vais y aller. Et il a dit un truc et je me suis dit, c'est exactement ça. Il disait, oui, mais là, tu respires, tu joues. Mais en fait, en respirant, juste avant de jouer, il faudrait que ce soit très, très clair dans ta tête l'intonation de ta note, mais aussi la nuance de ta note, le caractère, quelle musicalité elle va avoir. Bien sûr, pas analytique, mais genre que tu ressentes tout ça avant de jouer. Et que si ça, c'est très, très clair, tu mets pas à côté. Et c'est vrai qu'il en met pas à côté. Genre, et là, il a fait un énorme exemple et c'était pile poil tout ce qu'il voulait faire. C'était déjà dans sa tête. Et il dit que l'instrument, c'est juste bah, pour faire passer le message. Donc, il y a un travail à faire dessus pour pouvoir ton langage l'appliquer. Il y a le travail qu'il faut que tu apprennes dans ton instrument où se trouve chaque note et limite les visualiser. Je parle beaucoup avec les étudiants aussi, avec d'imaginer une cible. Genre, quand il a une note et elle est super centrée, je lui dis, là, tu l'as refait, tu t'imagines la cible, tu l'imagines, elle est là. Et en tout cas, pour le concours d'orchestre, par exemple, dans le trait de Léonore, qui commence par un fa en si bien, un mi bémol en ut, et je leur conseille de jouer ça juste avant, et de rentrer. Une fois qu'ils l'ont, ils le gardent sous les yeux, sa place, ils rentrent sur scène, et en fait, c'est comme si tout bouge, mais pas ça. C'est comme si ça te continue à rester sous les yeux. Donc, la note, normalement, elle n'est pas trop ratable, parce que Ouais. tu t'as gardé sa position. Et voilà. Sinon, c'est comme tout le monde, genre merci à côté. Mais en tout cas, j'essaie d'imaginer ça. Pour ceux qui connaissent pas James Morrison, si je dis pas de bêtises, c'est un trompettiste de jazz, c'est ça? Ouais, c'est ça, un Australien. Un Australien, ok. Ouais. Et effectivement, le truc de visualiser ce qu'on va jouer, juste avoir effectivement quelle nuance, quelle note, on en parlait, c'est de l'intonation et tout ça, c'est sûr que ça évite d'en mettre à côté. Et même en orchestre, moi je vois quand les musiciens prennent le temps, avant même que le chef d'orchestre donne un départ, d'imaginer le début, le tempo, la Oui. nuance. Le début a rien à voir, c'est beaucoup plus en place, c'est beaucoup plus parce qu'on n'a pas le temps Oui. en quelques millisecondes de se mettre dedans, quoi. Faut prendre le temps aussi. Et il y a des gens qui font cette erreur-là, qui commencent, et en musique des chambres aussi, il y a des gens qui commencent sans que les gens ils soient prêts. Et c'est pas parce qu'on a l'instrument ici qu'on est prêt. C'est comme je disais, un sixième sens. Et il y a des chefs qui ont ce sixième sens. Il y en a qui, voilà, j'arrive, et sauf si c'est prévenu, tout l'orchestre est prévenu, tout le monde le fait. Mais si c'est pas prévenu, en fait, c'est dommage parce que ça enlève de la qualité musicale à beaucoup du début. Parce que tu vas mettre du temps à te mettre dedans. Alors que tu instaures le silence, tu laisses chacun un temps différent pour se préparer aussi. Donc, limite, fais-en trop. Comme ça, voilà, on est prêt. Oui, c'est sûr, faut prendre le temps. Je suis trompettiste amateur, j'ai du mal à détacher, et je dis, mais ma langue, je dois la mettre où? Faut que je la mette en bas, en haut, dans la bouche, qu'est-ce que je dois faire avec? C'est quoi le secret pour bien détacher? Tu parles beaucoup de secrets, mais je pense que c'est pas des choses secrètes, mais... Ah, Et... en tout cas, ça le sera plus. Après que tu nous as je sais expliqué. pas. Ah ouais, peut-être que ça continuera ou ça sera pire. Et non, c'est vrai que c'est surtout avoir une langue qui soit plutôt légère, genre pas forcément que ce soit très peu de volume de langue qui va derrière les dents finalement. Et en tout cas, pour moi, c'est aussi simple que dire ta, genre ta 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 ta. Mais en fait, que c'est la même chose en soufflant, genre, tout. Et l'erreur
qui peuvent faire des gens, c'est de mettre un peu trop de kilos de langue, tu vois, donc Hmm. ça alourdit, c'est beaucoup plus difficile à détacher. Aussi, les côtés les deux côtés de la langue aussi, s'ils sont un peu trop étalés, bah, en fait, ça va alourdir aussi la langue. Donc, plutôt avoir une langue très active, très légère. Et, et voilà, après, ça aide, ça dépend de la langue qu'on parle aussi. Genre, c'est vrai qu'en Amérique du Sud, bah, les gens, ils ont un détaché simple bien sûr, comme tout le monde, il y a des gens qui ont plus de difficultés, mais généralement, ça va. Mais je pense que c'est parce que quand on parle, bah, on parle assez légèrement. Et, du coup, ouais, pas une langue lourde, pas une langue étalée, quoi. Sinon, Hmm. plutôt Active. active et peu de contact avec les dents, finalement. C'est intéressant parce que j'avais entendu ce problème sur la flûte aussi, où en fonction des langues, il y a des endroits où, je crois, quand ils jouent, le tu n'existe pas, bah, ça doit être au Venezuela. Je sais pas, vous avez peut-être pas le U, c'est ça? Et ouais, le U, non, ouais. Ouais, c'est ça. Et je crois que les professeurs de flûte disent que c'est parfois plus dur dans d'autres pays parce que justement, ils disent pas les choses de la même façon. Ouais, Donc, on peut imaginer que ça impacte la langue bah carrément. oui. Et ça, c'est. Avant, j'y pensais un tout petit peu sans plus. Et Alex Bati, bon, on a approfondi ce sujet parce qu'on aime beaucoup. On partage la classe là-bas à l'EMU. Et du coup, on nous parle beaucoup de pédagogie, des choses. Et c'est hyper intéressant. Et on a approfondi ce sujet avec lui. Et en fait, lui, c'est quelque chose qui le tient vraiment à cœur, quoi. Donc, c'est hyper intéressant de voir ça, les facilités des langues par rapport, dans les instruments avant par rapport aux langues. Et c'est assez récurrent, ouais. Ok. Et le son aujourd'hui, l'idée que tu te fais d'un son qui est un joli son pour toi, c'est quoi aujourd'hui à la trompette et comment on fait pour le travailler, ce son qui est joli? Euh, un son joli, tout d'abord, qui ne soit pas sous tension, quoi. Quand tu as un son devant toi qui est sous tension, quand ça va aller dans les nuances fortées, bah, tu vas trouver ça agressif. Donc, pour moi, un son joli, c'est un son qui est détendu et naturel pour chaque personne. Ok? C'est normal qu'on n'ait pas le même son, chaque personne. Et pour moi, c'est chaque personne qui doit trouver genre, son apothéose du son de soi-même, quoi. Hmm. Ok? Et si ces sons-là, ils sont détendus, je pense qu'ils ils se marieraient bien, quoi. Et, sauf si on utilise des matos très, très, très différents. Bon, bah là, c'est compliqué, mais si le matos, il est à peu près semblable. Et donc, un son joli, ouais, plutôt détendu et plutôt naturel. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir le même son avec les collègues de pupitre ou on peut avoir des sons différents et que ça marche bien? Et non, on n'a pas le même son. On essaye d'avoir la même intensité, ouais, que ça se marie très très bien, quoi. Mais Sans forcément avoir le même son. ouais, Intéressant. après, on essaie quand même on joue tous le même matos, donc ça aide beaucoup à que ça se marie. Donc on n'a pas le même son parce qu'on est trois personnes, pour l'instant, on est trois personnes différentes. Hmm. Et peut-être que quand on sortira le podcast, il y aura déjà des gens qui seraient recrutés parce qu'on a deux postes en fait. Ah, super. Ouais. Et donc voilà, le plus important, qu'ils se marient bien ensemble, oui. Ok. Ok. Et en termes de son, on parle beaucoup de la touche à la française. Oui. Toi, qu'est-ce que c'est la touche à la française? Bah, c'est tous les enregistrements des grands trompettistes français qui ont existé. Et bah, on les entend très très bien dans le concerto quand même. Genre, Maurice André, Eric, bah, ils ont cette touche à la française, oui. Bah. Est-ce que toi, tu as trouvé cette touche à la française? Est-ce que tu la joues ou pas du tout? Et Est-ce important ou pas du tout? C'est peut-être une culture différente ou je ne sais pas. comment dire? C'est pas mon naturel, je crois. Donc j'essaie d'adapter le style parce que c'est comme le style qu'il faut jouer, donc que ça reste dans le style, mais que ce soit pas moi qui essaie de jouer comme un Français vraiment. Sinon, je respecte le style et voilà, ça c'est comme ça, mais j'essaie pas forcément d'imiter et un CD de Maurice André ou des choses comme ça, oui. Mais c'est très très bien de pouvoir savoir le faire, donc Je sais pas. j'invite Mais... bah, j'invite les gens à. De toute façon, tout ce qu'on apprendra, même si on ne l'utilise pas, en fait, c'est très bénéfique, quoi.
Mm. Ok. C'est peut-être mieux pour l'utiliser au national, peut-être qu'au filard. Ah, Non. Parce que comme c'est un répertoire un peu plus bah, français. le plus important, oui, mais le plus important, c'est que tout le pupitre il joue exactement de la même façon. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le plus important en respectant le style de la pièce. Donc, bah, si tout le monde fait quelque chose, ça va faire un effet. Bon, ça plaît ou ça plaît pas, mais ça fait un effet. Ok. C'est quoi les trompettistes dont tu préfères le jeu aujourd'hui, le son, les trompettistes que tu aimes bien écouter? Euh, Bah, ça dépend pourquoi. Ouais. Ça peut être dans des styles différents. Je sais pas, par exemple, musique, on va dire musique d'orchestre, musique classique, peut-être concerto. Si aujourd'hui il y a un trompettiste, tu dis, ah, ça me plaît pas mal. Bah, musique d'orchestre, bah, ouais, bah, c'est vrai, David Guerrier, quand que j'ai joué à côté, c'était très inspirant aussi, quoi. Et bah, David, Alex, c'est inspirant, quoi. Et après ça, bah, écouter Tarkovic quand il était au Berliner, c'est aussi, et c'est pareil, c'est parce qu'ils essayent de créer cette homogénéité aussi dans les pupitres. Dans les concertos, bah, écoute Matthias Soft Ah oui. aussi, ouais, Matthias Soft. Et sinon, musique des chambres, il y a un CD très ancien, ouais, Rolf Smedvik, qui s'appelle, c'est de Empire Brass. Je sais pas si tu Ok, connais. non, je connais pas. C'est bon, c'est vieille école, mais je trouve ça tellement beau. Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi avec ça. Ok. Et après, il faut savoir, je suis pas forcément le geek de la trompette, quoi. Mm. J'écoute beaucoup de musique et j'aime écouter de la musique classique, mais c'est vrai que j'en mets très peu de trompette. Intéressant. Et t'écoutes quoi quand t'écoutes de la musique classique? Qu'est-ce qui te Oh plaît? là, je sais pas si ça va te plaire. Non, c'est pas grave, mais Non, je vais forcément, découvrir. j'écoute des symphonies, de plein de compositeurs différents. En fait, on écoute ce qu'on va préparer aussi, et quand tu vas préparer ça, en fait, ça devient ta symphonie préférée, quoi. Mais Parce que c'est tellement beau. Mais sinon, bah, j'écoute Léa Desandre, soprano, dans du Rameau ou des choses comme ça. J'écoute du piano. ah, c'est drôle. Et ouais, j'écoute beaucoup de chants et beaucoup de piano, je crois, en fait. Maintenant que j'avais pas réfléchi à ça. J'écoute pas des quatuors à cordes, par exemple. Euh, D'où l'arrêt du violon très et tôt. j'écoute de la salsa et j'écoute, Ah oui. ouais, quand même, vallenato. C'est Ok, c'est bien. des rythmes de chez moi, oui. Parce que le Venezuela, c'est quoi le top des styles de musique qu'on joue là-bas? Et bah, il y a la musique folklorique, donc euh, très difficile à définir, mais il y a beaucoup de maracas. Tu Ok. vois. Donc il y a ça, il y a quatre, une sorte de guitare, et il y a le violon qui joue aussi des improvisations, et parfois un chanteur de la harpe sans pédalier. Ok. Et donc il y a ça, mais sinon, plus populaire, bah, il y a la salsa, un autre rythme qui s'appelle merengue, il y a plein de rythmes Ah latinos oui. pour danser, quoi. Bah. Ok, c'est beaucoup de musique de danse en fait. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi de la musique classique au Venezuela. et, et musique d'orchestre et tout, bah, en Amérique du Sud, quoi, aussi. Et, et ça reste, c'est marrant parce que quand on l'entend, on entend un peu l'Amazonie. Quand la musique latino-américaine classique, bah, t'entends les couleurs de l'Amazonie. C'est assez marrant. Ah, C'est c'est souvent... drôle. Et alors, je vais peut-être poser une question idiote, mais Marquez, il est de quel endroit? Alors, Marquez, il est mexicain et sa danzone populaire, c'est dans le style cubain. Ah Ça oui, s'appelle ok. danzone cubain numéro 2, mais lui, il est mexicain. Ah oui, ok, Ok. c'est drôle. Tu parlais tout à l'heure de David Guerrier. Il a de quoi de particulier, David Guerrier, quand il joue? Et il a quoi de particulier? Bah, qu'il sait tout faire. Il est très complet. Ouais, ouais, il sait tout faire. Et une pureté du jeu, ouais. C'est très pur la façon de produire un son, justement. D'accord. Il y a pas de tension, il y a pas, ouais. Ça semble naturel. Ouais. Ok. La trompette, ça a des points forts. Il y a des choses que ça permet de faire, de la projection, tout ça. Il y a aussi des points faibles. C'est quoi les points faibles de la trompette? Les points faibles de la trompette. Qu'est-ce que tu te dis? Ah, ça, j'aimerais bien le faire. Bah, les Mais points je peux faibles pas le de la faire. trompette, c'est ne pas pouvoir arrêter trop longtemps, parce que c'est très difficile à la reprise, on en a parlé. Je pense qu'il y a des instrumentistes qui arrêtent une semaine. Bon, ils ont un peu la culpabilité, mais ils se remettent très très vite quand même. Ou en tout cas, plus vite que nous, quoi. Ok. Et un autre point faible de la trompette,
qu'on en a beaucoup. Donc, il faut toujours se trimballer avec beaucoup de trompettes. Il faut toujours réfléchir. Genre, la semaine dernière, je partais pour donner les cours et après, il fallait que je réfléchisse aux trompettes que j'allais utiliser juste après pour savoir qu'est-ce que je mets dans ma boîte, quelle trompette allait rester à la radio. Et ça arrive très souvent. Et j'oublie forcément un truc, soit chez moi, soit à la radio. Je suis là, non. Du coup, est-ce que Alex, un pote du National, est-ce que t'as pas les coulisses? Il me prête. Donc, j'oublie. Ouais, c'est une organisation Des instruments. complexe. Ouais. Parce qu'en instrument, t'as quoi? T'as une trompette ut, si bémol, cornet, j'imagine, peut-être piccolo. Ouais, cornet, piccolo, cornet en ut aussi. Ah oui. Et j'ai une palette si bé, une palette ut. J'ai une autre deuxième trompette en ut différente. J'ai. Et tu joues en fonction de la situation, plutôt piston, plutôt palette ou... Ouais, du compositeur. Ah oui, oui, donc il y a une certaine variété quand même. Oui, Ok. oui. Donc, dans le même concert, tu peux être mené à jouer les deux instruments ou juste un, ou en quintette, bah, c'est souvent 4 trompettes. Donc, finalement, les tubistes, ils se plaignent. Je lui dis, vas-y, porte mes trompettes, je porte ton tuba. C'est pas mal. Et donc, pourquoi le cornet en ut? Moi, ça m'intrigue toujours. Parce que moi, je fais un peu du brass band et donc Ok. je suis au cornet si bémol, mais pourquoi le cornet en ut? Bah écoute, le cornet en ut, je trouve qu'il a toutes les qualités du cornet si bé sans les défauts. C'est genre, il est très centré, il a un très joli son. Et en fait, le cornet en ut, on a commencé à l'utiliser. Alors que c'est pas mal joué parce que c'est un tout petit peu plus brillant. Mais ça reste quand même très rond. C'est pas brillant, c'est très rond mais défini. C'est très plus défini que le cornet si bé. Et quand on crée le sextuor No Slide, c'est donc 4 tubas différents, de 4 tailles différentes, et on avait fait avec 2 trompettes, bah ça se marie pas du tout. On a fait avec 2 trompettes à palette, non plus. Cornet si bé, c'était beaucoup trop, ça ressortait pas parce que ça manquait de définition, et avec 4 tubas, il fallait plus de définition. Donc on a essayé le cornet en ut, et c'est vrai que ça apportait quelque chose de plus pétillant. Et donc, pourquoi cornet en ut? Parce que, ouais, par toutes ces qualités-là, quoi. Ok, parce que par exemple, je prends l'oiseau de feu. Le trait de l'oiseau de feu, c'est en cornet si bémol, qui est écrit en tout cas sur la partition. Ok. Du coup, toi, tu transposes tout, j'imagine, en Bah, en du ut. coup, quand on le fait à l'orchestre, parce que je le fais que à l'orchestre, puis en fait, c'est des trompettes, du coup. Mais si je le ferais dans un brass band, oui, je sais pas qu'est-ce que. Ouais, je pense que je vais faire en ut quand même. En si bé, c'est la même tonalité, du coup, je sais pas si c'est la même tonalité que l'original. peut-être. Ah oui, c'est juste une Non. transpo. Au Ah, lieu de faire si, ré, mi, ré, do, la, do, ré, du coup, tu fais. le concerto en se porte. J'étais sur Non, pardon, non, je me suis trompé de concerto. Non, je Oiseau de parle feu. l'oiseau de feu. Ok. Mince, c'est quoi déjà le trait? Ta 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 ta. Alors non, c'est pas l'oiseau de feu alors. Je Alors. confonds code de poste. C'est un autre. Genre, c'est lequel? Non, c'est bah non, l'autre de Stravinsky. Le truc au cornet là. Ah Je oui. confonds les œuvres. Alors, c'est pas l'oiseau de feu, alors c'est Petrouchka, pardon. Ah, Petrouchka. Ah, Je pense à Petrouchka, j'ai dit ok. l'oiseau de feu. Ah oui, ok, Ça, c'est Petrouchka, oui. Oui, Ça, Petrouchka, c'est le. il y a deux versions, donc. Et c'est Ok. c'est au cornet, ça, Bah, il y a Petrouchka? 2 versions. Ah, il y en a une oui. qui est écrite au cornet et l'autre, oui, Voilà. c'est vrai. Moi, j'ai fait Je me celle souviens de qui ça. est, je fais celle qui est avec la trompette. Après, à l'orchestre, le poste de cornet solo lui vient à la 3e trompette. Donc là, on va le faire dans 2 semaines, je crois. Et là, c'est lui qui le fait. Mais oui, on le fait en ut. Oui, du coup, D'accord. c'est Oui, bon, oui, voilà, je oui. comprends beaucoup plus. Juste Ouais. trompé d'œuvre. Pardon. T'inquiète, ouais. Et oui, il le fait en ut, il transpose, ouais. Ok, C'est plus défini, plus clair, plus souple aussi. C'est marrant. Bah, je te Ok. ferai essayer si tu veux. C'est très sympa comme instrument. d'accord, avec plaisir. Est-ce qu'il est plus juste un peu le cornet en ut que le cornet si bé? Parce que moi, le mi qui est trop haut sur le si bé et tout ça, Moi, c'est une autre fausseté. C'est aussi faux, mais mais c'est différent. c'est différent, ouais. En fait, c'est plus faux en tout cas, le mien, il est plus faux dans le médium. Et dans le médium, genre le sol, le fa, le mi qui sont très bas, et très très bas, le la bémol aussi. Et bon, la bémol un peu moins. Et dans l'aigu, ils sont hauts. Donc, à voir. J'hésite à raccourcir une des coulisses pour voir ce que ça fait. Ah oui, ah oui. 3e. Ouais, Et pour troisième. pour le ré, pour le fa, ça marcherait pas. Donc, mais en fait, si je raccourcis cette coulisse, ça me permet de changer ici la coulisse d'accord, quoi. Hmm. Ah oui. Je Oui, réfléchis carrément. à ça.
Ok. On passerait pas un petit quiz des Oh trompettistes? là 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 là. Allez. Je te dis, je suis pas le geek de trompettiste. Mais Ceci dit, je suis pas très bon sur ce jeu-là non plus, donc essayons. Alors, en fait, je dis quelques données sur la personne. Il faudra trouver du coup de qui je parle. En gros, par Ok. exemple, Tu donnes des informations voilà, d'une il faut personne? trouver la personne. Ok. Alors, il est né en 1984. Ok. Il commence la pratique instrumentale par le piano puis la trompette. Mhm. Il a été élève et professeur dans le même établissement. David Guerrier. Oui, Il a été élève. Ah, il était élève à Lyon, David? oui, il était élève en fait de chor et après il est passé j'ai vu ça comme quoi il était passé professeur de chor au CNSM, il était élève et professeur. Du coup, la direction il dit bah c'est pas possible d'être élève et professeur au même endroit. Ah oui, au même moment. Oui, au même moment. Ah oui, c'est drôle. Ok. Donc bah, il est devenu professeur. Et puis j'avais une autre info, il joue aussi du tuba, du trombone, du violon, du corde Ah harmonie, oui, de là l'ophicléa, c'était vraiment. beaucoup trop. Donc c'est bien David Guerrier. Alors, pour la prochaine personne, elle est née le 18 août 1987. Ah, ils sont plus récents qu'hier, c'est mieux. Ok. Elle joue aussi bien le répertoire baroque et classique que des œuvres contemporaines et des créations. Attends, tu peux répéter? Parce que j'étais sur la date. Elle joue aussi bien le répertoire baroque et classique que des œuvres contemporaines et des créations. En gros, elle joue le tout. C'est RL Besson. Non. Elle a fait plusieurs albums. 87. Et un Mais dernier. comme tu dis, elle, du coup, je cherche une fille, mais c'est la Oui. personne. Oui, oui, c'est. Ah, ok. Et elle est la fondatrice d'un ensemble de cuivre entièrement féminin appelé Telsing. Ah, j'ai pas le Ah nom. oui. Et bah, du coup, Thing. Tinelfet, non? Ouais. c'est ça Oui, voilà. Ouais, ouais. C'est ça, Telsing L7. Ah, il est de 87. D'après sur internet ce que j'ai trouvé, mais à 3 ans de moins que David. Pour le prochain, un peu plus vieux, il est né le 22 juin 1929. Ah oui, un peu plus vieux. Il joue du baroque à la musique contemporaine d'André Jolivet. Il a écrit des méthodes de trompette comme technique nouvelle de la trompette. Ah ouais, là, je vais Toi, pas tu es avoir. là, toi. Non, non, je vais pas avoir. Mais je vois, je connais la méthode, mais j'ai plus. Il a enseigné au CNSM de Paris de 1975 à 1994. Bah, je suis très mauvais en date, mais Maurice André ou... Non, Ah oui. plus tard. Attends, jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel... Il a enseigné au CNSM de Paris de 1975 à 1994. Il est connu pour jouer aussi des grosses embouchures de trompette. Oh là 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 là. Tu la mets difficile. Bah, je sais pas, je veux dire Delmotte, mais je sais pas s'il y a Non. des profs. Et sinon, donne le prénom, on peut essayer de trouver le nom. Il s'appelle Pierre. Ah, Pierre Thibault. Et voilà, c'est Pierre Ah. Thibault. Ok. Pas Dito, non, Pierre Thibault. Ah ouais. Non, Pierre Dito, il a fait Lyon. Il Ouais. a fait Paris. J'avais pas entendu parler. Ah oui, pardon. Et du coup, j'en ai un dernier. Il a remporté plusieurs premiers prix de concours internationaux prestigieux comme le concours Maurice André. Ah, on Il a n'a plus la date de naissance là. Ah non, non, Ok. effectivement, c'est trop simple. Il a enregistré plusieurs albums avec le label Deutsche Bah, Grammophon. Bacho. Ah, Je Flores. je ferais. Ensuite, C'est j'avais. plus facile quand on les connaît. Exactement. C'est sûr. Pour ça, je voulais pas donner la date de naissance. Je Ouais. choisis peut-être que tu connais. Il est connu pour sa promotion de la musique contemporaine, de création en interprétant des œuvres nouvelles. Voilà. Et du coup, j'ai marqué qu'il était directeur fondateur de l'Académie latino-américaine de trompette au Venezuela. Ouais. Donc voilà, Pacho Flores. Ah, Pacho, c'est de chez toi. Ouais, Ok. exactement. Oui, je vous en parlais. Il a fait le Systema aussi ou pas? Rémi, il est là, genre, ah, mais en fait, il est vénézuélien. Il n'est pas mexicain. Je suis en train. Tu pourras me mettre le Venezuela sur une carte que je vois où c'est. Ouais, t'inquiète pas. Prochaine exposition juste après. Tout à l'heure, tu disais que au radio, vous jouiez tous le même matériel. Vous jouez quoi comme matériel? Et pour les trompettes, c'est des trompettes Bach. Donc, chacun des différents modèles, mais c'est toutes ces trompettes Bach. Pour les embouchures, c'est plutôt des 1/2 C, ouais. D'accord. Ah, donc même taille en plus à peu près. Et ouais, après, parfois, on jongle aussi, mais si on jongle, on essaie de jongler aussi tous, genre 3C ou des choses comme ça, ouais.
Donc ça change vraiment quelque chose. Si par exemple on en a un qui est en 1,5, un autre sur un 3C, un autre 7C, on va l'entendre un peu dans le son. Bah, si on l'entend pas, tant mieux. Mais si on l'entend, Mais il y a bah, des risques. peut-être, si on l'entend, on se dit, bah, et si on essaie avec une autre embouchure, et là. Avant, je faisais pas ça, je jouais un peu de tout sur la même, et c'est vrai que au début, c'est très gênant, t'es là, c'est perturbateur, parce que t'essayes, en fait, c'est comme un cercle où tu dois viser, sauf que le trou au cercle est là, une autre embouchure, il est là, une autre embouchure, mais chose à faire, c'est toujours la même, c'est bien viser. Donc, si tu cherches pas où viser, oui, c'est très perturbateur, mais c'est vrai, ça serait bien d'être capable de jouer n'importe quelle embouchure. Et, et j'ai commencé à faire ça il n'y a pas longtemps, en fait. Donc, je jongle avec de la trompette, je jongle avec deux 1/2C, genre avec des queues différentes, et une 3C parfois, rarement quand même. Et sinon, à la palette, oui, s'il y en a entre 14, 4, 15, 16 Yamaha, ou G2, c'est le meilleur, ouais. Et ça te pose pas de problème de passer d'une embouchure à l'autre? Bah maintenant, il y a un petit temps d'adaptation quand même, mais c'est encore là. Il Dans faut la se dire, tête. bon, bah, c'est pas grave, genre, que ça sonne pas bien au début, mais en fait, il faut accepter et tu cherches. Tu dis, ah, bon, ok, en fait, c'est là. Et tu y vas et bah, voilà. Ok. C'est quoi les modèles que tu joues en trompette ut et si bémol? Du coup, c'est des bacs, tu disais? Ouais, donc en si bémol, c'est une 72 étoiles. Ah, J'avais. tu vois, Rémi, ça existe des étoiles. J'ai une Garand 3 étoilée aussi. J'essaie de faire une mauvaise pub pour ces trompettes et j'y arrive pas, mais. C'est vrai. Non, écoute, c'est de très, très, très bonne trompette. Ok. Non, et en plus, j'avais essayé plusieurs trompettes de bac, du coup, pour savoir laquelle je choisissais. Et chacune a des qualités différentes. Et la 37 ou la 43, je trouve que c'est super bien pour faire des concertos, des choses comme ça. C'était très pétillant. La 72, beaucoup plus large. Mais en fait, quand tu l'as joué au quintet, bah, la 72, ça se marie beaucoup plus facilement avec tout le monde. Alors que les autres, comme le timbre il est plus prononcé, bah, c'est moins malléable, quoi. Donc c'est pour ça Ok. que j'ai choisi celle-ci. C'est plus gros en fait, la 72 au niveau. Ouais, c'est plus gros. C'est le pavillon, en fait, c'est plus gros. Euh, Enfin, sa taille du pavillon, le numéro. je pense aussi, ouais. Je suis pas le geek de trompette, mais je pense que, en tout cas, c'est plus gros. C'est une sensation plus grosse, plus grosse, plus large. Et l'étoilé, c'est un peu plus léger, le pavillon, quoi. Et sinon, pour la hutte, j'en ai deux, comme je disais. Il y en a une qui est une Chicago normale et standard, et que j'utilise pour quand tu as envie d'avoir un son assez large, chaud et tout. Et j'ai une autre en fait, c'est David, il avait une trompette quand il était à l'orchestre. Je lui ai dit, vas-y, je viens essayer. J'ai essayé à l'orchestre et c'était super bien, genre la projection du son et tout ça. Mais c'est un son un peu plus timbré. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Et en fait, c'est lui qui l'avait construite. Genre, construite, non, il a assemblé. En gros, il a pris une trompette C-B et bac, un pavillon de hutte. Il avait coupé la C-B, il l'avait transformé en hutte. Et du coup, ça faisait une trompette plus petite parce que bizarrement, la cibée, elle est plus petite que la hutte à l'intérieur. Donc, il a fait ça et j'ai dit, bah écoute, je veux bien. Il m'a dit, bon, bah achète les trucs et je l'ai fait. Et je lui ai tout donné. Il a fait la trompette. Et c'est bien parce qu'elle est encore plus belle que. Comme c'était la deuxième qu'il faisait, il a mieux fait, quoi. Ah ouais, concurrence, ça devient Jamilet, c'est bon. C'est pas le même style de trompette. Et d'ailleurs, André, il doit nous prêter une des siennes pour faire à l'orchestre et bah, c'est encore une autre chose, quoi. Bien sûr. Ouais. Ok. Et si on doit choisir une trompette, si moi demain je me dis tiens, allez, j'ai envie de changer mon instrument, c'est quoi la meilleure façon de savoir quelle trompette nous va bien, quelle trompette on veut? Comment on arrive à faire ces choix-là pour toi? Bah, je pense qu'il faut aller avec quelqu'un, essayer, parce que toi, tu vas parler des sensations, de qu'est-ce qui est le mieux. Mais c'est la personne qui va t'écouter en face qui va te parler aussi, du coup, quelqu'un de confiance, auquel tu fasses confiance, qui a un peu la même idée musicale que toi aussi, pour savoir. Et donc, jouer ta trompette devant la personne, et ensuite, tu prends d'autres trompettes à essayer, et tu montres. Et il y a une technique, c'est genre, tu mets tout comme ça, sans savoir qu'est-ce que c'est quoi, et en fait, tu gardes. Genre, voilà, ça peut être bien. Ça peut être bien. Ça c'est sûr que non. Et les sûrs que non, bah, tu les dégages. Et tu gardes que celle que peut-être. Et tu refais un tour avec un autre ordre et tout. Et comme ça, et plusieurs fois, jusqu'à que tu trouves la trompette qui te va bien, quoi. Ok. Et il y a certaines trompettes qui matchent mieux avec certaines embouchures. Ah oui.
Comment on fait ça? Parce que du coup, là, ça fait plein d'équations. S'il faut que je choisisse la bonne embouchure, la bonne trompette. Et oui, bah après, si c'est des trompettes standards, ça reste des embouchures standards aussi, quoi. Mais par exemple, à l'orchestre, on a des trompettes à palette Schmidt. Et en fait, avec une G2, ça marche pas du tout. Alors qu'avec les embouchures Yamaha, ça a du potentiel, quoi. Donc, oui, bah ça se rajoute à l'équation. Mais si c'est plutôt standard, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Ok, donc dans le standard, il y a moins de risques, quoi. Si on prend des bacs, je sais pas moi, 1,5C, 3C, Oui. sur C'est du... des En valeurs fait, sûres, ce qui finalement. est bizarre, ou ce qui est peu délicat, c'est choisir une embouchure un peu trop différente, genre un peu étrange, pas créée pour la trompette non plus. Genre les embouchures Bach ont été créées pour. Donc si tu prends une embouchure, et j'en sais rien, Monette, tu vois, bueno, ça n'existe pas parce que si ils en avaient, bah, ou un, Résonance, par exemple. oui, en fait, c'est l'entrée, ça va pas aller avec la branche et tout. Donc, tu commences avec un déséquilibre, quoi. Qu'il faut compenser. Donc, Et toi, comment as-tu choisi ton matériel? et Parce que j'imagine que tu n'avais pas la même trompette quand tu étais au Venezuela, quand tu es arrivé en France, peut-être non, aussi, t'as peut-être j'ai changé pas mal entre-temps. changé, ouais. J'ai pas mal changé. Au tout début, j'avais une Stomby, parce que du coup, Pathieu, il était artiste Stomby. Du coup, en fait, souvent, tu prends les trompettes que ton professeur il joue parce que Bien sûr. tu fais confiance. Si la personne est arrivée à ces postes-là, en jouant ça, c'est que c'est possible avec ces trompettes-là. Donc j'avais une Stovie. Ensuite, j'arrive en France, Eric Kobi jouait une Yamaha, donc j'avais une Yamaha. Et après, je me suis rendu compte qu'à l'orchestre, comme c'était pas le même matériel, bah ça marchait, hein. Mais parce que je suis rentré, je jouais Yamaha au début, mais j'ai pris des bacs pour essayer, et c'est vrai que en fait c'est tout aussi bien et encore plus parce que ça se mélangeait très très bien avec le pupitre. Donc j'étais là, bah, en fait c'est génial. Et après je me suis approfondi dans cette marque-là et j'ai trouvé les pupitres, quoi, ce que je voulais jouer, quoi. Ok, très bien. T'enseignes à Lausanne maintenant, tu me disais que tes élèves, ils étaient super. Et c'est quoi le plus gros défaut que tu retrouves chez les élèves que tu as et qui revient de façon récurrente? Voilà. Le plus gros défaut qui revient de façon récurrente. Chez tes élèves à Lausanne ou même chez les trompettistes hein, en général, chez les étudiants que tu vois? Peut-être c'est confondre fort et forcé, peut-être. Genre, en tout cas, au moment de jouer, mais je parle pas de mes étudiants, mais quand tu parles de tous les trompettistes, bah, Mm. c'est qu'on imagine fort et on imagine qu'il faut avoir un corps très actif, voilà, pour envoyer du son et tout. Et en fait, plus tu fais ça, encore une fois, plus tu vas donner l'impression d'avoir un son agressif. Parce que en fait, si tu es tendu, tu vas dégager ça, de l'attention. Donc les gens, ils peuvent se boucher les oreilles. Et en fait, tu peux jouer encore plus ample et sans que ça dérange, sans que tu arrives à ça. Du coup, ouais, cette tension du corps avec les nuances, quoi. Et comment on fait pour éviter justement de jouer fort en force et justement jouer fort. Si moi on me dit qu'on peut jouer plus fort détendu, j'en rêve, j'en rêve. Non mais je veux dire, tu vois, Bah, d'essayer de je trouver. pense qu'il y a des exercices à faire avec la trompette à la main pour dissocier dans la tête voilà, en fait, son souffle comme ça. Non, et en fait, justement, d'expirer beaucoup d'air, mais d'une façon détendue, sans la trompette déjà. Si tu arrives à le faire avec la trompette à la main, si tu arrives à le faire, bah, petit à petit, bah, c'est peut-être le conseil qu'on en avait parlé, et petit à petit, bah, en fait, tu rapproches la trompette et tu essayes d'avoir ce même geste. Ce même geste. Donc, Quand tu dis trompette à la main, c'est trompette à la main mais pas sur la bouche. exact, C'est ouais, ça. Et c'est ça. pour vraiment avoir la même position. Pour travailler la psychologie. C'est la tête pour dire, bah, en fait, c'est pas comme. Parce que nous, on apprend on apprend des choses et on les ancre en nous-mêmes. Donc, si on a ancré que pour jouer fort, il faut souffler comme ça, en tout cas inconsciemment, on l'ancre comme ça, bah, il faut se dire, bah, en fait, non, j'ai toujours vu la chose comme ça, mais c'est pas forcément comme ça. Donc, la trompette à la main, pour tout ce qui est travail de mental, j'aime bien que les personnes aient la trompette à la main, oui. Et du coup, ouais, le volume, c'est par la quantité d'air, donc s'entraîner à ça, à souffler un peu plus, à... Euh, ouais. Pas nécessairement, non, tu peux dire non. Non, oui, par la quantité d'air, le volume et par la quantité d'air, oui, c'est pas que, en fait.
Le volume, c'est pas que par la quantité d'air, c'est par la façon dont on l'envoie. Et je crois, hein, encore une fois, comme c'est des sensations, c'est très difficile à dire, voilà, c'est comme ça. Bien sûr. Mais je crois que c'est aussi le timbre, le timbre que tu produis. Genre, en fait, si c'est un timbre particulier qui va passer, en fait, il y aura plus de projection, tu as besoin de moins envoyer de l'air, tu as mieux le conduire. C'est pas que l'air, sinon comment le conduire aussi. Ok, parce que du coup, là, mon questionnement, il est. Moi, j'ai envie de refaire ça chez moi. De dire, tiens, ce truc-là où on tire la trompette et on souffle, il faut que je souffle comment quand je tiens ma trompette à ce moment-là? Comme quand tu es agacé. Ok. Ah oui, ok. Agacé. Ok. Et Non? t'es drôlement agacé. Ouais. C'est même ça. Non, tu sais, un réflexe, c'est quand tu retiens quelque chose qui t'énerve Ah, et tu le relâches. et tu relâches. Oh. Ou t'en as marre. C'est le corps qui cherche à se détendre parce que tu accumules trop de tension. Donc, faire ça déjà, toujours. faire ça déjà avec la trompette à la main, ouais. Peut-être, et après, petit à petit, tu la rapproches. Tu le fais dans la trompette, mais c'est difficile là, d'avoir le même geste, mais s'inspirer de ça, quoi. D'accord, ok, C'est une intéressant. façon d'envoyer l'air, et moins tu as d'air, plus tu es détendu en faisant ça, quoi. Quand on enseigne, je trouve qu'on transmet des connaissances, mais on transmet aussi des valeurs. Dans la musique, c'est quoi les valeurs que tu défends auprès de tes élèves? Et c'est drôle parce que j'en ai parlé hier. Et bah écoute, hier, j'ai dit qu'on était là, évidemment, pour apprendre à être la meilleure version de soi-même avec la trompette, d'être les meilleurs musiciens, les meilleurs trompettistes, mais aussi des meilleures personnes, en fait. Et parce on grandit en faisant ça, et que c'est hyper important d'avoir une bonne attitude d'être très professionnel aussi, déjà là, en étant étudiant, parce que ça se traduit après. Et, et en fait, les erreurs qu'on peut faire en étant étudiant, tu peux plus trop les faire quand tu es professionnel. Et si tu les fais, on te met de côté. On te met de côté, parfois exprès, parfois pas exprès. Donc, pour moi, c'est hyper important d'avoir toutes ces choses à côté, genre une attitude zen, saine aussi, et très professionnel, très respectueux, et très intéressé par ce que tu fais. Genre, si tu as joué tel répertoire, s'intéresser, mais c'est quoi ça? Mais une amie Mathilde qui m'avait toujours conseillé, genre, de voir toujours une pianiste. Donc, toujours savoir l'histoire de la pièce que tu joues avant de la jouer pour comprendre le sens de la chose, pour avoir ce bagage. Tu te sens plus rassuré aussi si tu connais tout ce que tu vas jouer historiquement, genre tout ça. Donc, c'est le travail que j'essaye de faire aussi à chaque série, à chaque chose que je vais jouer. Ok, intéressant. T'as déjà fait un paquet de projets, là maintenant tu te retrouves trompette solo du coup à Radio France. De quoi tu peux rêver encore pour le futur maintenant? C'est quoi les prochains objectifs? Écoute, bonne question. Parce que tous ces objectifs-là sont arrivés, et moi, c'était mon envie d'évolution et les opportunités arriver. Donc, on verra quelles opportunités vont arriver, mais en tout cas, je pense que je reste dans cette envie d'évolution, quoi. D'accord, toujours. Mais je pourrais pas te dire, j'ai ça comme objectif. Non, c'est. Ça Et vient même quand? avant, c'est pas que ça vient. Les opportunités, on a tous des opportunités qui viennent à nous. Est-ce qu'on les voit déjà? Parfois, on les voit pas, quoi. Donc, on va voir ce que la vie nous réserve, quoi. Ok. T'as vécu beaucoup de moments sur scène, j'imagine. Si tu devais en garder un seul, le plus beau moment que tu aurais vécu, ce serait lequel? T'aurais pu me dire que t'allais me poser cette question là-bas. Pareil. Non, parce que c'est Et plus authentique comme ça. le plus beau moment que j'ai vécu, Ou qui te revient en tête là, en tout cas, celui qui. là, ça me revient tout de suite. Je sais pas si c'est le plus beau moment, mais quand j'avais 14 ans et on avait fait cette rencontre d'orchestre au Venezuela, c'était ce concours. Du coup, j'avais fait le concours, j'avais été pris. Et c'était avant que j'ai tout ça. En fait, on a fait un orchestre au Venezuela, à peu près de 1000 personnes entre le chœur et l'orchestre. 1000 musiciens. 1000 Et musiciens, chanteurs. ouais.
Ok, énorme. Et en fait, on ne pouvait pas le faire sur scène parce qu'il n'y avait personne, aucune scène qui nous qui accueillait autant de gens. Et du coup, on a fait ça dans l'extérieur du théâtre Teresa Carreño à Caracas. Et du coup, tout le chœur, il faut imaginer un balcon comme ça, mais c'est pas un balcon parce que c'est l'extérieur. Mais ils étaient tous là-haut comme ça, tout l'orchestre tout en bas du carré. Et c'était pour recevoir Claudio Abbado, chef d'orchestre magnifique qui venait au Venezuela. Et du coup, c'était pour le recevoir. Et c'était, je pense, sa sensation, parce que si la mienne, c'était quelque chose, la sienne, genre, il arrive, il descendait l'escalier, il y avait un ensemble de cuivre qui jouait. Genre, c'était pour lui montrer à quel point il était important pour l'évolution musicale du Venezuela. Et donc, voir tout ce spectacle-là devant moi, impossible, c'est quelque chose qui inspire beaucoup. Et tu dis, c'est pour ça, tu te dis, en fait, j'ai envie de refaire, de refaire, de refaire. Donc, je ne sais pas si c'est le plus beau moment, parce qu'il y en a eu plein comme tout musicien, mais en tout cas, c'est celui qui m'est venu tout de suite Ah à ouais, cette qui est question. énorme, qui t'a marqué. Ouais. Ok, là, tu es en France depuis quelques temps déjà. Ouais. T'as évolué dans les orchestres. Comment ça a évolué la musique dans ces dernières années au niveau des orchestres? C'est toujours exactement pareil ou il y a eu des évolutions? Et, c'est pas pareil parce que les gens, c'est des générations qui changent aussi, donc chacun apporte son petit sachet de sable, non? Et donc, les anciens, ils partent, des nouveaux rentrent, donc c'est toujours une transformation. Mais comme je disais, je pense que l'essence de chaque orchestre reste le même. Et donc, des différences, forcément, les musiciens, c'est pas les mêmes, mais On joue pareil de la musique? Il y a les styles, on se fait plaisir pareil, on va dire. on se fait plaisir pareil, ok. Avec des instruments qui évoluent beaucoup encore aujourd'hui ou alors il y a 15 ans, c'était les mêmes instruments déjà? On n'a pas gagné en justesse grâce aux instruments? Et de 15 ans ici, je vois, Pas de différence. Pas plus que ça en tout cas. je crois pas. Non, je crois pas. D'accord. Et dans 20 ans, maintenant, d'après toi, comment tout ça va Voilà. évoluer? Ça va devenir quoi les orchestres d'aujourd'hui dans 20 ans et la musique dans 20 ans? Je vais sortir la boule de cristal là. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Non, qu'est-ce que ça sera dans 20 ans? Bonne question, mais je pense que nous, musiciens, on a une mission, c'est montrer à quel point c'est important et c'est touchant la musique. Et je pense que quand quelqu'un vient à un concert et il vit une expérience comme écouter une symphonie de Mahler, par exemple, on ne l'oublie pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas oublié quand j'étais enfant et je le fais la première fois de ma vie. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde, que ce soit des politiques qui viennent à la salle, un beau concert reste un très bon souvenir, quoi. Donc, notre mission pour tous les musiciens, c'est le monde, il change et, et nous aussi. Et donc, être très à l'avant, avant, les choses pouvaient arriver toutes seules. Maintenant, il faut les chercher un peu. Mais en fait, il y a un côté positif de ça. Il y a un côté amusant de, voilà, je vais créer un projet. Le projet, il vient pas à toi. Je vais créer ça et ça et ça. Et avec ça, je ferai ça. En fait, tu crées tout un univers et c'est assez gratifiant. Donc, je pense que dans 20 ans, il y aura peut-être plus des gens qui feront ça. Mais je peux pas deviner, mais Non, mais j'espère, c'est bien, c'est une vision hyper optimiste et effectivement, les choses de demain, faut peut-être les créer parce ouais. qu'aujourd'hui, là, le monde de la musique a l'air d'être en mutation sur plein de choses, les budgets même, Ouais. effectivement. Donc, Aussi l'arrivée de l'IA, je sais pas si tu as suivi. Et vous êtes plus technologique que moi, vas-y, dis-moi. Là, comment dire, l'intelligence artificielle prend quand même de plus en plus de place dans notre vie. Et puis ça commence aussi dans la musique. Je sais pas si tu as suivi. Par exemple, il y a des plateformes où tu demandes ce que tu veux, une petite ambiance comme ça, avec un saut de trompette ou autre. Ouais. Et toi, est-ce que ça te fait peur, ce genre d'arrivée technologique? Et, on peut le voir de deux façons, je pense. Que ça va nous remplacer ou qu'en fait, on est irremplaçable parce que ils n'ont pas d'émotion. Donc, être sur scène et écouter un concert en live, justement, c'est quelque chose que l'IA ne peut pas remplacer. Peut-être on peut remplacer un morceau et que tu vas écouter dans le métro sans avoir un sentiment, mais si tu vas ressentir quelque chose qui ne ressent pas, peut pas transmettre un message sentimental, quoi. Oui. Donc, tu as ces deux façons de le voir. Moi, je crois que c'est plutôt cette deuxième.
peut-être on aura un avantage par rapport à d'autres professions, quoi. Ok. Et tu penses que les orchestres peuvent aussi utiliser cette intelligence artificielle ou pas du tout Mode expérimental, bon, mais c'est une expérience, c'est pas l'expérience de laboratoire. Oui. Artistiquement, je vois pas en quoi ça peut apporter, mais Ok, donc selon toi, ça, ils ça a tranquilles. déjà été fait. Ils ont fait quelque chose comme ça, bah, déjà avec un chef d'orchestre, je crois. Et Ah oui, qui dirigeait l'orchestre. Ils ouais, avaient fait un robot qui dirigeait, oui. ouais, c'est ça. Je l'ai vu aussi. Et il y avait, mais c'est pareil, genre, même si tu évolues ça à la puissance 10 000, bah, ça restera quelque chose qui n'a pas d'émotion, quoi. Et, et ils ont fait ça aussi, bah, à Toulouse, ils ont fait ça. Le Capitole, il a fait un projet avec l'intelligence artificielle. Je crois que c'était l'intelligence artificielle qui faisait des arrangements. Ou à la D'accord. manière de comparer avec un vrai arrangement. C'était quelque chose comme ça. Je connais plus trop le projet, mais ils ont fait quelque chose de quoi ça commence à se Du faire. coup, ça sonnait bien ou... J'ai pas écouté. Ah, Pas parce que je voulais pas, sinon bah, j'ai pas eu l'occasion. Ouais. d'accord. Bah, on essaie de trouver des extraits sur Internet. Je pense qu'il y a peut-être... Oui, d'ailleurs, des choses. On t'a posé beaucoup de questions aujourd'hui, Ravière. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose? Oh, la question. Bah, non, et toi? Non, non, non. Ah, moi, les questions que j'avais, je les ai posées. Aujourd'hui, on a fait le tour un peu de ce que tu fais dans la vie, en tout cas artistiquement, plutôt. Oui. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Ravière. On était très heureux Ah, moi aussi. de te recevoir. Et puis, je trouve que tu apportes une vision aussi qui est différente. Et puis, moi, je trouve assez inspirant le côté El Sistema. Je me dis qu'effectivement, il y a des choses comme ça, même si c'est pas de la même façon, qu'on doit être capable de mettre en place chez nous et qui sont quand même des super projets. Ça laisse la chance à tous les jeunes, comme tu dis, bah là, de défavoriser, mais de pouvoir aussi, comme tu dis, leur donner des rêves, quoi, finalement. Oui, oui. Et ensuite, à arriver, bah, comme toi, là, finalement, à des postes très importants. Et puis maintenant, je pense que là, tu dois être comblé là où tu es maintenant aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est un beau. Comment dire? C'est beau de voir quelqu'un comme toi qui a commencé du coup dans ce système qui a réussi à monter aussi haut. Et puis je pense que tu n'es pas le seul. Il Oui. doit en avoir plein. Bah, quand on parlait de Gustavo Dudamel, et puis il doit en avoir plein d'autres qu'on Ouais, il y connaît a pas plein. non plus. Même en France, ici, il y a des trompettistes aussi, Brian Et Brian, et Tizan, Eugenio, oui. ce qu'on va, j'espère recevoir bientôt. Merci beaucoup en tout cas, Ravière. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez bien sûr mettre un like sur cette vidéo, vous pouvez vous abonner, ça nous soutient. Ce podcast sortira en version audio le mercredi qui suit la sortie à 6h le matin. Donc si vous êtes en voiture, vous pouvez l'écouter. Encore merci, Ravière, et puis à bientôt pour À des bientôt. prochains épisodes. À bientôt. Ciao. Ciao.